Ceux qui souhaitent découvrir des contenus inédits liés au podcast peuvent les trouver sur notre compte Instagram. Si vous avez envie de mieux me connaître, vous pouvez trouver des contenus plus personnels sur Telegram. Tous les liens au réseau sont disponibles dans la description. Je suis Lucas et ça c'est One More Time. Mi piace questa Grazie. È mentito? totalmente. Non lo rifaresti? Mai, giuro, mai. No, ma la famiglia. Lo farei in maniera diversa. Ce l'abbiamo fatta. Per tutta la tua vita nell'organizzazione un po' più slow motion rispetto alla vita degli altri. Tu sais, je pensais à cette phrase de Karl Jasper, c'est-à-dire ce qui, pour les autres, est la perle pour la coquille, c'est la maladie. Et donc, les autres disent « Mais comment ? Regarde ce que tu as réussi à obtenir, regarde cette perle. » Et en réalité, c'est la maladie, ça. Moi, je déteste souvent ce que je fais parce que ça me met toujours dans les ennuis. Et parfois, j'ai même pas la force de le réaliser, tu vois, de ce que je suis en train de faire, des ennuis dans lesquels je me mets. Et de l'autre côté, je me demande toujours, mais comment est-ce que ça se fait qu'après tout ça, je doive encore me défendre tout seul ? Je commence toujours en freestyle, je n'ai jamais de plan. Le seul plan que j'ai, c'est étudier un peu l'histoire de la personne que je vais interviewer. Aujourd'hui, je suis allé beaucoup plus dans les émotions. Les choses que j'ai ressenties, évidemment, j'ai des repères. Mais pour la première fois, je veux remercier ce podcast parce qu'il m'a donné d'abord une grande opportunité, celle de grandir, celle d'apprendre des autres. Et le public qui s'est rassemblé, tu vois, dans One More Time, ce n'est pas un public que j'ai cherché, mais c'est un public qui s'est retrouvé dans mes recherches, dans mes interrogations, dans la recherche de soi-même. Et ça nous a fait connaître. Donc je suis reconnaissant parce que j'ai rencontré plein de gens super intéressants. Et je te remercie d'être ici pour la première fois, pour te raconter en tant que Roberto, parce que je ne te connais pas, je connais le personnage. Et peut-être que toi non plus, tu te souviens bien de la personne, parce qu'aujourd'hui tu vis évidemment dans ce personnage. Qui se superpose à moi Qui maintenant. se superpose et qui a aussi beaucoup de... En m'écrasant, Parce du qu'à coup. l'extérieur, on pourrait te voir comme une personne simplement chanceuse. Mais en fait, on va entrer un peu dans les pour et les contre d'avoir ta vie. Donc, comme tu sais, parce qu'on s'est rencontrés à travers One More Time, donc tu as suivi des interviews, commençons par le début, commençons par Roberto. Alors, quand tu es né, quelle année et dans quel contexte familial? Je suis né en 79, le 22 septembre, à Naples, évidemment. Et le contexte de ma famille, il est particulier. Parce que ma mère vient du Nord et mon père du Sud. Et la famille de ma mère, c'est une famille ligurienne. La famille de mon père, c'est une famille de l'intérieur de la campagne. Ils attendaient beaucoup de ce bébé. Dans le sens où, à 6 ans, on joue du piano. Ensuite, je commence à jouer aux échecs. Je demande seulement à lire. Et lire, tu vois. Donc, il m'offre l'Iliade. Et je m'en souviens encore, tu vois. Il était posé sur la chaise pour mon 9e ou 10e anniversaire. Et je sens qu'autour de moi, j'étais élevé aussi par un grand-père, le grand-père maternel, par la tante qui vivait avec nous, la tante maternelle. Je sens qu'on attendait beaucoup de ce bébé parce qu'il y a une bonne mémoire, parce qu'il a une bonne éloquence. Et peut-être que je vais trop vite, mais je te dis quand même, quand le livre arrive, mon premier livre, personne ne s'attendait du tout à ce qu'il soit sur ce thème. Quand mon intérêt arrive pour le monde criminel, qui est aussi proche de nous, parce qu'on vivait dans une zone pleine de meurtres, de corruption, et chez nous on parlait beaucoup de politique. Pas directement de crime, mais c'était pas une bulle isolée où on parlait d'autre chose. Et la société dehors, elle était inexistante. D'ailleurs, ma mère, elle était très, très passionnée politiquement. Mon père était dans une tendance qui était plutôt opposée, et après ils se sont séparés. Mais ils avaient deux visions du monde complètement opposées. Leur amour, il est très particulier. Alors, je ne l'ai pas vécu,
dans le sens où je les ai connus déjà en conflit. Fils unique? Non, j'ai un frère, un peu plus jeune, avec une grande passion empathique. Donc avec papa et maman? Oui, même père et même mère pour mon frère et moi. Malgré le conflit? Oui, malgré le conflit. Ok. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Parce que leur amour que j'avais imaginé, c'était un amour vraiment particulier. C'est-à-dire une femme qui rencontre un homme passionné de football. J'ai vécu toute l'époque de Maradona que j'ai associée à mon père. Pour moi, Diego, c'est mon père d'une certaine manière. Parce que mon père, à travers le football, à travers le Napoli, m'a donné tous les enseignements pour la formation d'un enfant et puis d'un adolescent. Le jeu d'équipe, chercher en soi le point de force, c'était la religion qui nous unissait, mon père et moi, le Napoli. Tu sais, il se passe des choses particulières parce que j'étais là lors du match Italie 90, tu te souviens? Italie-Argentine à Naples. J'arrive et après le but de Silacci, 1-0 pour l'Italie, Caniggia égalise. Toute la partie non napolitaine du public italien eut Diego Maradona. Et la curva, là où j'étais commencé à enlever les drapeaux tricolores et tout, et tout le monde commence à dire « Je t'en Diego, Diego ». Et moi, gamin, je me retourne en tournant le dos au terrain et je comprends pas. Mais non, dans quel sens? On doit supporter l'Italie. On est venu ici pour supporter l'Italie. Et pour la première fois, je sens que ce qui compte le plus que l'identité, c'est cet homme qui nous représente. C'est Naples. Et donc, on commence à supporter. Et moi, j'avais amené le drapeau. À un moment donné, je reste là parce que quelqu'un le prend. Et je me retrouve tout seul avec le bateau en plastique. Et en fait, après, ils me disent « Enlève ce drapeau, non ?» Et pour moi, ça a été quelque chose d'incroyable. L'identité qu'on avait, qu'on était venu là avec cette identité, qu'on nous avait un petit peu donnée pour supporter l'Italie. Enfin, l'Italie allait bien. Avec ton père? Moi, avec mon père. À 11 ans? Oui, Cigliacci, c'était un joueur sicilien, donc il venait du sud, il jouait à Juventus, mais bon, les supporters napolitains, ils étaient comme ça, tolérants à ce sujet. Mais c'était Diego dans le cœur. L'identité était qu'il jouait le joueur qui avait donné le plus. Et ça, c'est une expérience dont je me souviens vraiment très fort. Quand tu m'as raconté cet épisode, ça m'a beaucoup fait penser à la politique, où je crois que surtout les nouvelles générations votent beaucoup plus pour l'homme, pour la figure, que pour le parti qu'il représente, non? Un peu comme ce que tu me disais, l'appartenance à un seul homme comme Diego Armando Maradona, qui est iconique, qui était incroyable. Mais faisons un pas en arrière dans les câlins. C'est la seule question récurrente que je pose. Donc, comment ça se passait pour toi avec les câlins de papa et maman? Quel genre d'affection, quel amour ils te donnaient? Alors, c'est très difficile de répondre. Et probablement que s'il m'écoutait, il ne serait pas content de la réponse. Mais je crois que j'ai été beaucoup respecté, beaucoup formé, beaucoup contrôlé, mais par leurs contraintes, ils ont probablement aimé le nourrisson, le bébé. Et puis quand j'ai commencé à grandir... En le câlinant ou pas? À mon avis, en le câlinant, ouais. Mais tu t'en souviens pas? Non, je m'en rappelle pas. Je vois des photos, je vois des sourires de ma mère. Il y a une photo où on est sur le lit et ma mère est pleine d'amour pour moi. J'ai été un enfant très attendu et avant moi, ma mère avait perdu 2 enfants. Donc, mon arrivée, ça a été un spectacle. Ma mère, qui ne pouvait pas avoir d'enfants, donc elle est restée alitée pendant 9 mois. Et quand je suis devenu plus grand, le médecin qui m'a fait naître m'a dit « J'avais conseillé à ta mère de ne pas avoir d'enfants. » Mais elle était tue, hein. Et donc, je ressens cette attente. Probablement toutes les angoisses, toutes les possibilités de fantasmes, de réalisation et de peur que ma mère, ils ont été projetés sur moi. Et il se passe que quand tu grandis, l'idée de câlin devient perçue un peu comme un signe de faiblesse. Et donc, il faut contrôler, discipliner, surveiller. J'avais aussi 2 mères, hein. Ma mère et sa sœur ici, et le grand-père. Et il vivait avec nous. Grand-père maternel? Oui, grands-parents maternels. Mon grand-père était Carlo, très aimé, qui, attention, il m'a beaucoup formé.
Et c'est-à-dire que je viens de cette culture, une culture ligurienne. Et puis, j'avais l'espace avec mon père, qui était l'espace napolitain, même dans la langue, parce que mes grands-parents paternels parlaient napolitain. Et avec mon père, je parle souvent, encore aujourd'hui, hein, le napolitain. C'est-à-dire que je parle le dialecte comme la langue de la chair, littéralement la langue de la chair. Qui était la figure sévère à la maison, celle qui imposait la discipline? Ma mère, sans aucun doute, ma mère. Ma mère, elle donnait la direction et elle portait sur elle toute la responsabilité de cette direction. Mon père, il travaillait beaucoup dehors, il était médecin généraliste, donc on mesurait sa passion ou son empathie avec ses patients à travers les cadeaux que les patients lui offraient. Littéralement des oies, des fraises, des paquets de café, un rapport typique entre un médecin généraliste et ses patients. Et il en était fier. Et moi aussi, j'étais très fier de voir cette solidarité, cet échange d'objets, les épis de maïs, les artichauts. Ma maison, elle se remplissait de ces choses, dans une atmosphère, disons, que je trouve compliquée pour moi, parce qu'ils attendaient beaucoup. Ils attendaient aussi beaucoup pour, disons, un talent qu'ils voyaient en moi et qui m'a été reconnu depuis mon enfance. Mais il se passe quelque chose de bizarre, c'est-à-dire... À quel âge tu sens qu'ils ont ces... Dès le début. Dès le début. À 6 ans, on me met devant un piano, à 8 ans devant un échiquier, c'est-à-dire Ils te formaient constamment. Oui, oui, et plus justement avec mon grand-père, qui m'introduisait aux histoires de l'Évangile, de guerre. Mon grand-père racontait la guerre. Il racontait l'Afrique. Donc je suis immédiatement plongé dans la centralité de l'histoire orale, donc dans la narration, mais on continue, toute la journée, tous les jours. Le privilège d'avoir un grand-père à côté de toi qui raconte ça, c'est être toujours entouré de récits, de nouvelles, de mythes. Et puis, il se passe une dynamique étrange. Maintenant, je vais peut-être la raconter un peu exagérée, mais c'est comme ça. Tout le monde raconte toujours l'histoire de l'enfant prodige qui réussit, l'enfant prodige excellent aux échecs, l'enfant prodige excellent au piano. Que se passe-t-il? Il y en a fait beaucoup. Le mot prodige est insupportable. Mais disons qu'il y a beaucoup d'enfants pleins de talent, mais qui ne le gagnent pas. Je dirais que c'est leur chance. Eh bien, j'ai été l'un de ces chanceux ou malchanceux. C'est-à-dire que je me souviens qu'au piano, ils ont commencé à dire à ma mère « C'est un bon, il pourrait devenir pianiste ». Je participe à un concours important. J'arrive et je dois jouer Chopin. Un Chopin bien difficile. Hein. Et j'arrive dernier. Même le deuxième avant-dernier était évanoui. Et puis, il a été considéré mieux que moi. Parce que moi, je me suis arrêté plusieurs fois en me comportant de manière indisciplinée. C'est-à-dire que si tu commets une erreur, tu dois continuer. Moi, je m'arrête et je redémarre. Et je fais ça 2 fois. Et c'est terrible. Hein. Donc, je suis puni et je finis dernier. Mais c'était un concours qui attirait des enfants extrêmement talentueux. Donc, au fond de moi, je m'attendais quand même à un « Waouh, bon, j'ai pas été bon ». En réalité, ma mère a toujours été très... Ma mère et ma tante, de ce point de vue, me disciplinaient pour me rendre gagnant. Mais je voulais savoir, comment ils accompagnaient, interprétaient, accueillaient ce résultat? Que je me suis pas assez investi. Donc il y a eu un reproche? En réalité, pas vraiment un reproche. Parce que là-dessus, j'étais protégé. Je ressentais moi-même la déception. Je sentais l'occasion. Ceux qui ont vécu ces choses peuvent peut-être le deviner. L'opportunité d'avoir une famille ou une mère qui te fait faire ces choses. Tu ressens le privilège, à vrai dire. Tu te dis, waouh, ma mère, elle me donne le piano. Elle croit en moi, dans cette chose. Mais je sentais aussi que je décevais. Les échecs, c'est pareil, non? Avec une personne merveilleuse, Vittorio Marguccio, pour qui j'ai beaucoup de reconnaissance. C'était un ami de la famille qui m'a formé, un monsieur qui venait me réveiller le matin en été, on faisait un petit peu d'exercice physique, et puis on se promenait en parlant de géométrie sur le sable, c'était à Paestum, c'était l'endroit où je passais mes étés, et puis il m'emmenait devant les temples, et il me parlait de philosophie ancienne, quelque chose comme ça. Ça, c'est un cadeau unique, vraiment unique, et il le faisait par pure passion. Je me souviens même du jour où il parle à ma mère, et peut-être que mon père était là aussi, je ne me souviens pas, mais il disait du bien de moi. Et personne n'avait jamais parlé publiquement de moi, parce que ma mère, elle craignait qu'en le faisant, ça puisse me fragiliser. Donc je ressens pour la première fois
quelqu'un parlait de moi positivement. Et cette personne, elle dit, parlant au pluriel, ce garçon va vous étonner. Il a un esprit particulier. Il dit, et je m'en souviens parce que j'étais vraiment ému, on venait de sortir d'une exposition, donc je me souviens précisément, on était dans la voiture d'ailleurs, j'étais sur ses genoux. Quel âge? 10, toujours cet âge-là. C'est à partir de là que je me souviens un petit peu des différents passages. Et avec les échecs, par exemple, là aussi, on attendait de moi, plus lui dans ce cas, un bon résultat. On jouait à un moment donné, mentalement, je participe. Je me souviens même pas si c'était un tournoi officiel ou autre. Désastre. Désastre. Désastre parce que tu avais l'angoisse de la performance? Probablement c'était pas parce que je voulais faire, mais je me sentais pas à l'aise. Tu sais, tu peux être un bon joueur, mais ne pas vouloir devenir professionnel. C'était différent pour le piano. Au piano, je sentais qu'on voulait que je sois un pianiste, mais j'avais pas encore trouvé ce chemin. Et ça m'a fait de la peine parce que après, j'ai abandonné le piano, en réalité, on me faisait jouer comme un professionnel, c'est-à-dire comme celui qui doit devenir quelqu'un. Et en réalité, ma mère, elle avait pas cette angoisse. Elle voulait juste que je joue. C'était les autres, à un moment donné, qui ont signalé la possibilité de me voir brillant au piano. Donc c'est moi aussi qui ai beaucoup intériorisé cette angoisse que je me suis porté toute ma vie. C'est-à-dire de donner le maximum et de mettre mon corps dans les choses. Et c'est là que tout a commencé. Et puis j'ai continué, dans le sens où, à un moment donné, j'avais une grande maîtrise de la parole. Donc je parlais de musique, je parlais des échecs, avec des termes appropriés, en approfondissant. Et donc, les gens m'écoutaient, ils me considéraient. Ils disaient, ah, ce gars-là, il est super fort. Et puis, ils me voyaient jouer aux échecs, et il y avait un écart entre l'éloquence et la pratique. Et ça m'est arrivé aussi, par exemple, avec la natation. Parce que j'ai joué un peu à la balle aux prisonniers à 14-15 ans, et je suis allé m'entraîner avec une équipe importante de ma région. Je me souviens que, à l'époque, de l'un de mes plus chers amis, Tchouski, on joue à la balle aux prisonniers, et les convocations arrivent. Elles sont faites par un certain Biagio. Je me souviens encore du nom, mais pas de son visage. Et je vois pas mon nom. Donc je vais et je lui demande, Biagio, je dois jouer sur quel côté? Le côté, bon, il me dit, non, tu n'es pas convoqué. Et donc, la balle aux prisonniers se termine là. Et t'as abandonné? Oui, j'ai abandonné. Mais c'était marrant, dans le sens où, quand il parlait, merde, ce gars comprend la balle aux prisonniers comme personne, il va super bien. Et en réalité, j'étais un petit joueur. Je jouais comme les autres. Pourtant, on s'attendait à ce que je sois super bon. Donc voilà, quand je te parlais de cette expression qu'on utilise pour l'enfant prodige, qui perd, il y a plein de gens qui sont extrêmement talentueux, mais qui, parce qu'ils n'y arrivent pas à gagner, les enfants de 8, 10, 12 ans, ils finissent par être considérés comme des perdants. Alors qu'ils ne le sont pas du tout. Ils sont arrivés à une excellence, c'est juste qu'ils ne veulent pas en faire un métier. Donc, ils ne gagnent pas. Pourtant, on les exclut. Et c'est seulement celui qui a réussi, celui qui gagne la médaille d'or au festival de piano, qui est rappelé. Moi, j'ai été un enfant qui arrivait à un moment donné comme ça. C'est-à-dire avec toute une série de considérations positives sur lui, mais qui se sent pas très bien parce qu'il échoue. Mais je voulais te poser une question, mais je te la referai dans un moment quand on parlera de toi adulte. Et là, je parlerai de la colère. Mais maintenant, je veux parler de son contraire, qui est le calme. Comment t'étais quand t'étais ado? T'étais un gamin calme ou t'étais plutôt un gamin agité? Non, je pense que j'étais enfant, j'étais plutôt joyeux, parce que c'est quelque chose que je vois dans les films à la maison et les photos. Donc toujours souriant. Oui, souriant, puis une adolescence très sombre, remplie de douleurs intérieures et d'anxiété. D'où vient cette anxiété? Tu l'as déjà découvert? L'analyse m'a un petit peu aidé, mais c'est clairement une situation de mal-être. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Y a-t-il un événement spécifique qui t'a amené là? S'il y a des événements, ce sont eux qui m'ont ensuite conduit au choix adulte. Je veux dire, je suis né en 79, j'ai vécu des situations dans mon contexte culturel très dur. Ils ont tué Don Pepe Diana, ils ont tué Federico Del Prete. J'avais même pas 15 ans, c'est énorme. Mais j'avais déjà une inquiétude avant ces événements qui m'ont bouleversé.
dans le vrai sens du terme. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment pris l'ordre de paix dans ma vie. Dans le sens où il t'était venu un sentiment de justice, tu voulais faire quelque chose pour renverser ceux qui t'entouraient. Qu'est-ce qui te tourmentait? Disons que la question existentielle par excellence, ça me mettait en anxiété. Le sens de ma propre existence. Aussi, un sentiment de frustration, de pas réussir à me reconnaître en moi-même comme suffisant. Je devais toujours être quelque chose de plus. J'étais pas suffisant. C'était ma lecture. J'étais pas suffisant aux yeux de ma famille. Peut-être que c'était pas vrai, mais je ressentais cette anxiété. Le monde dans lequel je vivais. J'ai grandi entre deux provinces, celle de Naples et celle de Caserte, dans les années très compliquées, et je voulais fuir de là. D'une certaine horreur due aussi aux atrocités. Je suis né dans une terre magnifique, mais très violée. Je me souviens, par exemple, du front de mer de Caserte, à Castelvolturno, Pineta Mare, une plage aussi longue que celle de Copacabana, mais dans la destruction des abus immobiliers, de la saleté. Il y avait une beauté encore envoûtante que tu devines, mais que tu sens littéralement violée, manipulée, et ça me dérangeait. Avec des choses banales, j'arrivais là en Vespa et je disais à mes amis, mais pourquoi est-ce qu'on doit être dans cette merde en fait? Pourquoi est-ce qu'on doit tous être dans ces ordures? C'était la pensée d'un enfant, littéralement d'un jeune garçon. Et ça me causait de l'énervement, de l'anxiété. Et je voulais, comment dire, décharger une colère qui m'a en effet conduit à être profondément radical. Et eux, qu'est-ce qu'ils te répondaient quand tu disais ça? C'est-à-dire, est-ce qu'ils avaient une opinion? De quel côté étaient-ils? Ça dépend, dans le sens où mes amis les plus proches partageaient ce genre d'idées. Et en fait, on grandissait ensemble. Je sens aussi que j'avais une sorte de... Ascendant? Exactement, un ascendant sur eux. C'est-à-dire qu'on commençait à voir les choses. Et ils me le donnaient aussi, hein, dans le sens où j'étais aussi influencé par leur comportement. On continuait à explorer et moi, je tendais à me fermer, basta. Mais les amis me montraient des endroits où on allait se réfugier. Et maintenant, il faut imaginer qu'on parle d'années où il y avait 300, 400 morts par an. C'était une guerre civile. Et pour être clair, depuis ma naissance, le nombre de morts dans tout le sud de l'Italie, il est encore plus grand. Mais dans la seule zone où j'ai grandi, il est supérieur à tous les conflits en Europe. C'est-à-dire le terrorisme basque, celui d'Irlande du Nord, le nombre de morts des brigades rouges, les rafles en Allemagne, tous ces phénomènes que tu as entendus comme des urgences européennes ont fait bien moins de morts que dans ma région. Et ça ne peut pas ne pas influencer la vision du monde ou même le ressenti. Parce qu'il y avait des morts par terre. Par exemple, j'allais les voir. J'emmenais même ses oncles du Nord. Et à un moment donné, les frères de ma mère venaient nous rendre visite, et moi, en passant d'un endroit à l'autre, je disais « Ah, ici il y a quelqu'un qui est mort, tu sais, l'autre fois, c'est la Filotto qui est mort. » Oui, tout était comme ça. Et eux, un peu, ils y croyaient pas. D'ailleurs, mon oncle, le pauvre oncle Umberto, il a dit à ma mère « Mais ce gamin, il est obsédé par les morts, c'est quoi son truc ?» Et puis après, il a découvert que c'était vrai. Tu avais beaucoup d'amis? Tu jouais avec tes amis ou pas? Parce que tu m'as parlé d'une adolescence très sombre. Très peu. En fait, j'ai eu très peu d'amis. J'ai eu cet ami avec qui j'ai grandi, Tchouski, Matteo. C'est lui qui m'a accompagné au collège, puis au lycée et à l'université. Mais très peu d'amis, peu de personnes, beaucoup de livres et incroyablement, ce que je pense m'a vraiment façonné, c'est un double parcours. D'une part, très protégé, avec une formation intellectuelle typique d'un garçon qui est dans une famille où on veut le former, et puis avec des valeurs, comment dire, le code moral. Ma famille maternelle descend de plongeurs. C'est une rigueur absolue de ces hommes qui vivent sous l'eau. Et de l'autre côté, le monde de la rue, que je rencontrais parce que je vivais là, parce que le côté paternel était plus populaire, aussi de campagne. Donc physiquement, les espaces ouverts de mon père
étaient des espaces qui me confrontaient directement à la réalité extérieure. Pas celle des livres, des codes moraux et de la formation dans laquelle ma mère me gardait. Tu partageais tes lectures avec un ami, tu en parlais avec quelqu'un? Qui te conseillait les titres à lire? Oui, ça m'arrivait. Oui, ça arrivait que je partage, mais j'étais un enfant qui passait beaucoup de temps parmi les adultes. Donc, c'est quelque chose que j'ai emporté toute ma vie. Beaucoup de mes amis ont 80 ans, mes interlocuteurs, même plus âgés, enfin, toute ma vie. Donc toi, l'enfant qui jouait, tu ne l'as jamais cultivé. C'est-à-dire que tu sais très peu ce que c'est le jeu. Le divertissement insouciant, je veux dire, celui où on rit juste pour ça. Très Ok. peu. Et je te dis que pendant que tu me parles, il y a une image qui m'est arrivée, comme ça arrive avec les thérapeutes. Mais toi aussi, tu es un peu thérapeute, tu le sais. Il y a des vidéos que ma mère faisait, peut-être aussi pour les étudier. Et ma façon de jouer était très étrange. J'ouvre les jambes, assis par terre, petit, hein, 5, 6 ans. J'ai un jouet devant moi, je bouge les mains, quelque chose que je porte encore avec moi, du moins c'est ce que disent mes analystes, et je l'ai gardé même maintenant. Je fais deux choses. J'ouvre la bouche, disait ma mère, comme un petit oiseau, et je bouge les mains. Une comme ça, et l'autre comme ça, tu vois. Et tout le jeu venait de ma tête. Ma mère me filmait parce qu'elle craignait des problèmes d'autisme. Et à l'époque, les situations étaient très différentes de celles d'aujourd'hui, avec des psychologues, des gens sur l'enfance. C'était intéressant parce qu'il y avait eu ce médecin qui m'a dit « Roberto est entre le grand ermitage ». Il utilisait cette expression, peut-être que j'ai jamais oublié, et la possibilité de forte connexion. Comme si on disait « Nous avons des possibilités, donnez-les lui ». Et cette chose que j'ai obtenue, je l'ai obtenue parce que quand je suis dans une situation de nervosité, je dois me mordre. J'ai tendance à mettre la bouche dans cette position, tu vois, celle de l'oiseau. Comme si on me disait que quand j'étais enfant, et puis après je bouge les mains, exactement comme quand je jouais. Et par certains aspects, j'ai jamais cessé de jouer. Tu as une de ces vidéos sur vidéo des films où je suis par exemple sur un grand gymnase avec une Vespa blanche et je la touche jamais. Mais je suis comme ça. Je fais ça. Le seul jeu en connexion avec mon frère, mais on s'est toujours beaucoup aimé, hein, mon frère et moi. Mais le seul jeu extérieur à ça était avec mon frère. Et on jouait à Subuteo. Chaque fois que tu as parlé d'un membre de la famille, tu as souligné très aimé. Comme si tu voulais leur dire, regarde, tu as un rôle important dans ma vie. Comme si tu n'avais jamais pu vraiment leur dire cela en personne. Jamais dit en personne. Et en fait, je crois qu'ils se considèrent pas beaucoup aimés de ma part. Je suis assez en paix avec ça. Ma vie, elle est devenue un véritable enfer. Et donc, à un moment donné, j'ai compris que c'était plus réparable. Tout a été une avalanche. Donc, très aimé, tu as remarqué quelque chose de très vrai, c'est vrai, que j'avais pas remarqué. Je le souligne là parce que ce sont des années, par exemple avec mon frère, où nous dormions ensemble, on avait le lit l'un à côté de l'autre. Mon frère avait toujours beaucoup d'insomnie. Une insomnie amusante en fait. Il se levait, il parlait, et c'était presque devenu une de nos habitudes. Je lui racontais le matin ce qui s'était passé la veille, et on était vraiment très connectés. On jouait beaucoup ensemble, aussi parce que nous étions un peu des enfants isolés, finalement. Parce que ma famille, elle nous emmenait pas vraiment dehors. Aussi, avec un cousin paternel à qui je tiens beaucoup. Mais à un moment donné, mon frère et moi, nous sommes alliés. Une alliance qui S'effondre? explose. Qui explose. Nous restons encore très unis, mais le quotidien cesse d'exister très tôt, quand je prends des décisions. Et cela, c'est encore avant que je devienne écrivain. Parce que moi, en fait, je pars vivre seul tout de suite, à 18 ans. Je vais vivre dans les quartiers espagnols, à Naples, et c'est là que je commence une phase un peu différente de ma vie, qui avait aussi une certaine connexion avec mon adolescence. Je me souviens maintenant que un jour, lorsque je vais avec mon grand-père et mon frère à un déjeuner dominical, on va dans un restaurant très connu de la région de Castelvolturno. C'est là que pendant le déjeuner, des boss importants entrent. Et l'un d'eux sera l'homme qui me condamnera. Et je le vois, j'ai 14 ans et j'ai même pas encore de scooter. Mais tu ne sais pas qui c'est. Et je sais pas qui c'est. Il entre et je me rends compte que mon père est nerveux. Mais pas... il faut imaginer, pas nerveux à cause de sa présence,
qui était normal. Nerveux parce que quand ils s'assoient à la table, ils sont immédiatement servis. C'était un dimanche, on attendait depuis plus d'1 heure, et c'est typique des déjeuners du dimanche dans les restaurants. Toutes les familles vont là, et puis tu dois bien cuisiner, le chef il veut pas bâcler. On attendait, ils entrent, servis immédiatement. Mais immédiatement, parce qu'on voyait bien qu'ils avaient dit qu'il fallait régler ça tout de suite. Alors, ils mangent, mon père est tendu, moi aussi, tendu à cause de ça, parce que je comprends. Et tu sais ce qui se passe? Quand on doit payer l'addition, les serveurs disent que tout est réglé. Ils ont payé pour nous, parce que plusieurs tables se sont mal comportées, et ils nous ont doublés, donc ils ont payé pour le dérangement. Et je vois mon père, stupéfait, qui dit « le code, le code ». Et cette histoire reste. Le code. Et c'est comme ça qu'on se comporte. Ton père te dit « c'est comme Il ça le qu'on laisse se entendre. comporte ». Donc tu veux dire, il regarde la belle partie du geste et ne cherche pas la raison pour laquelle ce geste a été fait. l'effraie. Enfin, mieux dit, l'autre partie du rôle l'effraie. Ça lui donne beaucoup d'anxiété. Ses mondes sont toujours terrifiés, mon père. Toujours. Et je le ressentais. Attention, il n'y avait pas de contraste, mais il y avait de la peur. Et j'ai toujours ressenti profondément ça. Et de l'autre côté, il y a le code que tu es en train d'apprendre. Donc je commence à m'occuper de ces choses en connaissant le code. J'avais vu, j'avais vécu. C'est ce double pas que je me suis porté toute ma vie. D'un côté, je pouvais avoir l'aspect de la représentation. Sur ces choses, on écrivait très peu. Tu devais les chercher dans les articles de faits divers. Et à un moment donné, dans ma vie, je m'exalte parce que je lis dans les journaux locaux les signatures des journalistes spécialistes dans les faits divers que personne ne considérait comme des maîtres. Au contraire, ceux qui s'occupent de ces choses sont souvent considérés comme de la merde. Quand on me dit que ce type d'activité, tu l'as fait pour la carrière, non? La première fois que je rentre dans un journal, j'entends une réprimande, si on peut dire, à un journaliste qui a remis son article en retard. Et son responsable de service lui dit « La prochaine fois que tu me remets un article avec 2 heures de retard, je t'envoie t'occuper de la Camorra. » Et c'est la première chose que j'entends en entrant dans une rédaction. Mais c'était une punition. Oui, c'était une punition. Quelque chose qui faisait le pire. Dans ce milieu, par exemple, en Sicile, c'était déjà différent. Celui qui s'occupait de la mafia, c'était pas forcément quelqu'un qui faisait carrière. Et même aujourd'hui, c'est encore le cas. Dis-moi, un seul directeur de journal, une seule personne qui dirige une émission, enfin, quelqu'un qui s'occupe de journalistes anti-mafia. Personne. C'est un mensonge qu'on nous dit constamment. En fait, ceux qui traitent de ces sujets se brûlent et se brisent. L'idée qui se dégage, c'est que tu t'occupes de ça pour te faire remarquer, parce que c'est un sujet qui, à certains moments, te donne de la visibilité. Et quelle visibilité? Parce qu'il faut du courage pour en parler. Hein. Et donc, ça va te mettre en lumière. Mais tu vas te faire éteindre aussitôt après. À l'époque, cette idée m'était très claire. Traiter de ces sujets, c'était mal vu. Et aux yeux de ma famille, quand je m'occupais de ces choses-là, il n'y avait pas de satisfaction particulière, tu vois. Donc tu avais peu à lire, tu devais seulement interpréter. Exactement. Comme quand tu jouais, tout venait de ton imagination. Tu mettais une logique. Oui, et puis t'es dedans. C'est-à-dire que si j'étais allé à Rome, c'était impensable. Si j'avais été, même en Lucanie, c'était impensable. Il faut vraiment être dans un milieu de ces choses, vraiment dedans. Et ça, c'est important parce qu'il y a une logique du sang. Il y a la logique du regard. Se regarder dans les yeux. Encore aujourd'hui, dans beaucoup de régions, c'est comme ça, hein, c'est envahir. Je pénètre ton territoire. Hé, qu'est-ce que tu regardes? C'est une constante. Tu peux pas regarder quelqu'un dans les yeux. Si je te regarde dans les yeux, il faut que j'ai l'autorisation. Donc soit on se connaît, donc je peux regarder, mais sinon je te défie. Je pénètre un territoire où j'ai pas été autorisé. Et les premières fois où je me suis fait frapper, par exemple, c'était pour ça. Je me souviens de ce gars, Ciro, la première grande raclée, et je me suis souvent fait frapper. Hein. Quel âge avais-tu? Collège, je sais pas si j'étais en première ou en deuxième année. Je rentre de l'école et ce type me dit « Limo », à cause de la forme de ma tête, limone, limo. Et je lui réponds « Amamata ». Il me poursuit, attrape ma tête, me la met sous son bras et bam, des coups super forts, bam, 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 comme ça. Moi, je fais la tactique des coléoptères, tu vois. Je fais semblant de m'évanouir, je lâche prise, il a peur, il me laisse par terre. Et je sens que, parce qu'il m'avait cassé les lèvres, un morceau de ma lèvre collé au goudron, comme ça, c'est la première fois,
en somme que j'étais battu. À partir de ce moment-là, je commence à chercher comment frapper. C'est-à-dire comment me défendre et comment me battre. Moi, je venais pas d'un contexte, par exemple, familial où on a des couteaux ou des armes à feu. Bien que moi, je rêvais. Je rêvais d'avoir, ce qui est étrange d'ailleurs par rapport à une formation bourgeoise, je rêvais toujours d'avoir un couteau sur moi. Et il m'est arrivé un jour, je portais toujours le couteau, le gars est venu me voir pour me défier, parce que je l'avais regardé, ou je lui avais fait une blague. Il se retourne, il me dit « Eh, mais tu m'as regardé !» Et je lui réponds « Ah, e pure sono pernato !» Une expression pour dire que tu t'es trompé de personne, tu t'es fait avoir. Et là, il se jette sur moi, je sors le couteau, je l'ouvre derrière mon dos et heureusement, une fille, dont je me souviens encore du nom, Maria Rosaria, surnommée Massi, arrête ma main et me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Elle me le retire et là, à cet instant, je ressens la peur que je n'avais pas ressentie avant. Et je le referme. Et c'est un couteau à ressort, donc je le referme et je le remets dans ma poche. C'était un couteau auquel je tenais énormément. Tu sais, j'ai même perdu ce couteau lors de mon premier campement. Tu vois un autre code? Je vais chez le propriétaire du camping et je lui dis « Excusez-moi, avez-vous trouvé mon couteau à ressort ?» J'étais mineur à l'époque. Et là, il me dit « Bravo !» Comme s'il me félicitait d'aller me promener avec ça. Et je comprenais pas, moi. Je veux dire, dans quel sens? Je suis un homme, je viens de ma terre, je dois avoir un couteau. Et il me dit « Ah, bravo, si je le retrouve, je te le rendrai pas. » En fait, je l'ai jamais récupéré. Et je venais pas de la rue. J'étais un garçon qui, tout en faisant tout ça, lisait, étudiait, se formait, avait un code différent de celui-ci. Et c'est pour te dire à quel point c'est une erreur de penser que dans ces territoires, seule la misère, l'horreur de la pauvreté te poussait à agir de cette manière. Parce que tu étais systématiquement harcelé, battu. Je viens aussi d'années où on mourait, des légendaires Macpé. À 1000 jours avant la fin de l'école, on organisait une fête. Mais ça arrivait et il y avait même des meurtres. Hein. Ah, les MacPie, oui, je me souviens, c'était des fêtes dans les boîtes. Exactement. Oui, exactement. Oui. Et moi, par exemple, j'y allais pas. Mais simplement parce que j'étais pas quelqu'un qui dansait. Je crois que j'ai jamais dansé dans ma vie, malheureusement. Mais je me souviens bien, par exemple, quand un garçon a été tué pendant une situation comme celle-là. Pourquoi? La même dynamique habituelle. Le garçon était avec sa petite amie, ou une amie, et a fait un pas, et un membre de la famille Ciavone arrive. Il courtise la fille, et le garçon devrait se mettre de côté. Il le fait pas. Et il paye pour ça. Et souvent, c'était comme ça. Le défi sur les sentiments, c'est tout. Le contrôle de la femme est une extension de l'homme. Il doit prouver son honneur. Il a toute cette dynamique. Et ce qui arrivait aussi, c'est que se soustraire à ces dynamiques, c'était pas facile. Il fallait simplement ne pas fréquenter ces gens, ou en fréquenter peu, fréquenter d'autres types de personnes. Dans le sens où si tu réagissais pas, t'étais un faible. Oui, t'étais un faible, tu perdais toute crédibilité devant tout le monde. Enfin, au moins, t'avais l'impression de l'avoir perdu. Parce que peut-être les filles, ou même tes amis, ils te voyaient pas comme ça. Mais toi, après ça te brûlait l'estomac, hein. T'avais fait une grosse erreur, comme on dit. Une énorme honte devant tout le monde d'avoir baissé les yeux. Et je me souviens de ce gars, Raffaele, qu'on appelait Lolo Fofona, parce qu'il avait un pied super grand, genre fait là, une vraie tranche de pied. Il le traitait tout le temps avec nous. Moi, j'étais au lycée scientifique. Lui, c'était géomètre et... À l'époque, tu commençais à avoir ces petites caméras, celles qui pouvaient tenir dans la main. Avant, c'était des caméras à épaules, tu vois. On les filmait et lui, ça le gênait parce qu'il commençait déjà à se lancer dans ce milieu. Il allait devenir un camorriste dans ce genre de monde. Alors il disait « Enlève cette caméra, enlève cette caméra !» Et je me souviens d'un moment, il allume une cigarette pour mon pote et mon pote lui dit « Merci ». Lelo, il répond pas. Mon pote insiste. « Ah, merci Lelo !» Et il lui répond un « Et merci à Marone ». Tu vois, les remerciements, tu les demandes à la Vierge, et c'est elle qui les fait. Pourquoi cette réponse? Parce qu'il l'entendait de la part des camoristes, avec qui tu pouvais jamais dire merci. Pourquoi? Parce que tu te dévalues si tu dis merci pour quelque chose de simple, comme allumer une cigarette. Donc tu t'inquiètes pas, tu dis rien. Mais si je te fais une faveur, tu me dis merci.
tu dois me rendre un service. Alors tu crois que le merci suffit, donc tu veux pas dire ça. Lui, il jouait à être le grand, il avait notre âge, peut-être 18 ans, nous on en avait 16, mais il voulait qu'on sache qu'il partait d'une position dominante. Et ce gars-là, il grandit et finit par épouser une fille qu'on fréquentait déjà. Il arrive dans notre groupe à cause de cette fille et prend le contrôle d'un quartier où j'avais des amis, San Nicola la Strada, sans l'accord des chefs de la confédération casalese, qui domine toute la zone où j'ai grandi. Il le fait parce qu'il croit avoir du talent, qu'il a bien organisé son clan. Alors il dit, je me nomme chef de ce territoire et je vais faire ce qu'il faut. Et ils le préviennent, ils lui disent, non, ça marche pas comme ça. Pour l'instant, t'es personne. Tu restes sous les martianises et tu vas rester payé par eux. Il lui répond, mais pourquoi? Moi, je te fais gagner de l'argent. Je gagne moi-même. Et un jour, il le convoque et il le tue à coups de pierre. Pourquoi? Têtu. Il n'a pas voulu nous écouter. Et il le tue à coups de pierre. Le soir même. Tous ses amis, même ceux qui n'étaient pas dans la Camorra, disparaissent. Ils prennent le premier avion et ils ont peur que la vengeance se retourne contre eux. Certains vont en Écosse, d'autres en Espagne, et je me souviens de ces jours-là. C'était ça, vivre près des dynamiques. Beaucoup d'autres, ils ne voyaient pas ces dynamiques-là, parce que c'était eux. Je dois dire que pour ma mère, c'était pareil. Ma mère est scientifique, géochimiste, minéralogiste, elle disait, c'est leur problème. Ils se tuent entre eux, c'est leur truc. C'est quelque chose qui, oui, existe ici, mais qui ne nous appartient pas. Mais ce dont tu me parles, ça t'intriguait ou ça te faisait peur? C'est une question difficile. Parce que je devrais répondre sincèrement, non. Je vais le faire, ça m'intriguait. J'aurais voulu que ça me fasse peur. Parce que ça te met dans une dynamique de prudence que j'aurais bien aimé souhaiter, mais... Non, en fait, ça m'intriguait, et peut-être même plus. Ça me fascinait, et ça m'attirait. Changeons de sujet un instant. Parlons de l'adolescence. Parce que tu m'as raconté des histoires de tes amis qui avaient 18 ans, toi t'en avais 16. L'amour. T'avais une copine, tu sortais avec quelqu'un... Oui, j'ai toujours eu une seule copine. Ok. Serena, avec qui, depuis mes 16 ans, puis à l'université, je l'emmène, et avec qui on a grandi ensemble. Disons que c'est à elle, par exemple, que je demande aujourd'hui, quand c'est possible, de me rappeler ce que j'étais. Parce qu'il est arrivé qu'une grande partie de ce que j'étais à l'université, je l'ai complètement... Annihilé? Oui, annihilé. C'est le mot que je cherchais, ouais. Effacé. Mais en fait, c'est bien annihilé. Par exemple, elle se souvient beaucoup mieux que moi de toute la recherche pour faire Gomorrah. Et de l'exaltation dans laquelle j'étais. Quelque chose que je ne me souviens plus aujourd'hui. L'exaltation, ça veut dire... Je mets la main sur des trucs incroyables, une adrénaline. Je manipule les choses extraordinaires. Enfin, je vais pouvoir raconter enfin, avec cette grande anxiété, cette passion. Et de l'autre côté, les quelques amis que j'avais encore me voyaient comme quelqu'un qui manipule de la nitroglycérine. Ils ne savaient pas si j'exagérais, genre si je disais plus que ce que je faisais, ou si en fait je prenais vraiment des risques. Et elle, la relation avec ma première petite amie, qui a été la mienne pendant beaucoup d'années, c'était une relation formative. On grandissait ensemble. On lisait les mêmes livres. Je fréquentais beaucoup sa famille, son père, Don Salvatore, qui exerçait une grande influence sur moi. C'était un ouvrier de fabrique, mais aussi quelqu'un qui connaissait la vie. Je veux dire, les chantiers, comment fonctionne le cycle du ciment. Il venait du quartier de Sanità, un des quartiers populaires les plus compliqués d'Italie, je dirais. Et il était là, sur la place, et quand j'ai défié les boss à Casa di Principe, pas totalement conscient, on en reparlera, mais j'étais pas complètement conscient non plus. Je suis arrivé le jour après mon anniversaire, le 23 septembre, et j'ai défié sur la place de Casal di Principe les boss en disant « Lovigne, Zagaria, vous n'êtes pas le centre de cette terre.
Ciao Bignotti, partez. Ce sont les mots. Et ils étaient là, et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Comme pour dire, quand je lui ai raconté, il m'a dit, d'un côté, je suis fier, mais en même temps, qu'est-ce que tu fais? En revanche, il était effrayé. Mais oui, c'est justement ça, c'est faux. Plus que d'être effrayé, c'est l'idée de qu'est-ce que tu fais? C'est pas comme ça. Même si tu voulais les confronter, c'est pas de cette manière. L'orgueil, c'était de dire ah enfin. Mais c'est pas comme ça qu'on fait. Donc, quand tu parles de Don Salvatore, tu souris un peu, mais quand tu parles d'elle, de sa fille, de ta seule petite amie, tu n'as jamais souri. Comme si... Non, je veux dire, comme si tu avais des grimaces bizarres, comme si tu ne te sentais pas vraiment à l'aise, comme si tu l'avais déçue. La même déception dont tu me parlais par rapport à ta mère, plus que par rapport à tes parents. Je ne sais pas quel sentiment tu as, mais je ne t'ai jamais entendu détendu. Eh ben, j'ai ruiné la vie des personnes que j'ai mentionnées, à cause de mes choix. Ok. Malheureusement, c'est comme ça. Et je pense que c'est aussi le cas pour elle. Toutes les personnes qui étaient en contact avec moi ont été marquées par moi. Je suis parti, emporté par les carabiniers au milieu de la nuit, loin de ces réalités. Mes amis, et à l'époque ma petite amie, eux, ils continuent à être marqués par moi. Donc, ils subissent des préjugés, des questions, des pressions, enfin, tout ça. Et je suis toujours heureux quand quelqu'un me rappelle plutôt la formation que l'on a eue ensemble, les belles journées, les balades en Vespa. Parce que moi, à l'intérieur de moi, j'ai un poids gigantesque dont je suis conscient et qui me quittera jamais. Mes choix m'ont détruit, mais surtout autour de moi, qui n'avaient pas choisi. Peut-être que j'utilise un terme trop fort, trop chargé, peut-être exagéré, mais disons que ça a brisé un parcours de vie. Ils ont dû se défendre contre moi. Ils ont dû répondre à ma place. Imagine une personne qui est constamment sollicitée. Mais pourquoi Roberto a dit ça? Pourquoi est-ce qu'il a écrit ça? Est-ce que c'est vraiment eux qui lui font ça? Est-ce qu'ils se comportent pas vraiment comme ça? Ah mais vraiment, c'est une constante association. Et ça m'a beaucoup attristé aussi pour ma mère. À un moment donné, ma mère, scientifique, elle avait géré de manière merveilleuse un musée de minéralogie. Ces musées de l'université de Naples, scientifique, zoologie, anthropologie, minéralogie. C'était son musée. Et à un moment donné, elle est devenue la mère de Roberto. Son frère est devenu le frère de Roberto. C'est-à-dire que tu dois répondre d'eux. Et moi, j'ai fait quelque chose, et je ne sais pas si j'ai bien fait, j'ai commencé à disparaître. Je vous laisse, comme ça, je vous reviens, et je suis convaincu d'être arrivé. Eux, non. Ils pensent probablement que j'ai juste été distrait ou noyé. Donc, ils m'ont pardonné, je crois, à ce sujet. Mais moi, je l'ai fait avec une grande conscience. Et je suis convaincu que j'y suis arrivé. Parce que je l'ai vu. Les gens de mon cercle privé, je les protège. Ce ne sont pas moi. Ils ne doivent pas répondre de moi politiquement ou personnellement. En disparaissant de la vie de mon frère, en disparaissant aussi de la vie de mes amis d'époque, je suis convaincu d'avoir réussi à les laisser. Un seul de mes amis a eu le courage de me dire ça. Maurizio Lovucci, avec qui j'ai écrit les scénarios, avec lesquels on a gagné plein de prix. Un jour, Maurizio m'a dit « Roberto, si quelqu'un te dit que je t'ai envoyé te balader publiquement, parce que j'ai dit « Mais qu'est-ce que vous me voulez ?» C'est vrai, parce qu'on me demande tout le temps des choses à propos de toi. Et Saviano c'est ça, et Saviano c'est là, et pourquoi est-ce qu'il a dit ça, et pourquoi il m'a pas répondu au téléphone, et pourquoi il vient pas à ce festival. Et j'ai répondu, mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai rien à voir avec Saviano. J'en peux plus de répondre à ta place. J'en peux plus d'être associé à toi. J'ai senti pour la première fois que les gens commençaient à avoir de la colère envers moi. Parce qu'ils devaient constamment me défendre. Parce ils avaient toujours la légende à mon sujet. Alors là, j'ai disparu. Mais vraiment disparu de la vie de tout le monde. On arrive à ce grand tournant dans un instant pour l'expliquer. Tu as souvent parlé de l'université, tu m'en parlais aussi au début de la conversation, donc tu obtiens ton diplôme en philosophie À Naples. à Naples.
Et là, tu rencontres ce grand ami avec qui tu vas ensuite coécrire des scénarios. En réalité, on se connaît à la fin de l'université. C'est-à-dire que je suis déjà diplômé et je commence à travailler dans les revues animées par Godefroy Faufi. Et ce qui se passe, c'est qu'à 17 ans, je lui envoie une nouvelle. J'aimais beaucoup un écrivain italien complètement différent de ce que je fais aujourd'hui. Il s'appelait Tommaso Landolfi, un écrivain magnifique de livres surréalistes. Il avait un langage que certains considéraient comme impossible, avec des mots désormais oubliés, un italien magnifique. Et je l'imite. Je fais cette nouvelle où j'imite son style. Et je racontais l'histoire de moi-même qui mourrais, allait de l'autre côté et rencontrait sur le trône divin Tommaso Landolfi. Bref, c'était un jeu, une bêtise. Je l'envoie à Faufi et il me répond. Mais à l'époque, j'avais 16, 17 ans. Il me répond tout écrit à la machine, cette lettre que j'ai gardée dans mon portefeuille jusqu'à ce qu'elle se divise en 4 parties. Il me dit « Cher Roberto, j'ai lu ta nouvelle, tu écris vraiment bien. 2 points. Mais que de bêtises. J'ai vu d'où tu m'écris. Il est temps d'ouvrir la fenêtre et de me raconter ce que tu vois. » Et je l'ai fait. Je l'ai fait. Je lui ai envoyé autre chose. Et il a continué, après, à me répondre en disant « Ok, commence à collaborer avec des revues. Construis-toi. Sinon, tu deviendras ce petit intello insupportable qui écrit des bêtises. » Je le rencontre et il me dit une phrase célèbre de Céline qui m'a accompagné pendant des années. Il dit « Il faut tout de suite savoir ce que tu veux faire. Si tu veux faire de la littérature ou des épingles pour chasser les mouches, dis-moi ce que tu veux faire. » Et cette phrase, eh bien, et là, je rencontre Maurizio. Et là, travailler dans des revues a beaucoup compté parce que ça permet... Les revues littéraires, ce sont des journaux différents. L'enjeu, l'horizon était très élevé. Donc, en 15 pages, il faut raconter quelque chose. C'est différent de l'article que j'écrivais aussi, parce que parallèlement, j'étais attiré par le journalisme. Et donc je collaborais avec le Manifesto et le Corriere del Mezzogiorno, qui était le supplément compagnon du Corriere della Sera. Je travaille sur ces 2 fronts à l'université, je me rapproche d'un professeur, disons un grand académicien de l'histoire contemporaine, Francesco Barbagallo, qui avait écrit le livre le plus important sur l'histoire de la Camorra jusqu'à ce moment. Un véritable livre sur l'histoire de la Camorra pour Einaudi. Un livre qui a ensuite réédité plusieurs années après, et en me le dédiant, imagine le truc incroyable, ton professeur qui réédite un livre, un classique sur l'histoire de la Camorra. C'était le seul. C'était un livre assez difficile à trouver, publié par Einaudi, et je ne sais même pas combien de copies il avait imprimé. Et qu'on passait de main en main parce que c'était un grand trésor. Et c'est à cette époque-là, je pense, pour raconter ce que je vois, et j'avais lu un livre de Dio Marazzo intitulé Il Camorrista, publié par un petit éditeur napolitain, jamais par les grands éditeurs. C'était l'histoire de Raffaele Cutolo. Et ce que je ressens, c'est que pendant que mes amis, ceux qui veulent devenir journalistes ou autres, parlent toujours de politique internationale, c'était les années du terrorisme, du 11 septembre, tout le monde veut ça. Le rêve des journalistes, c'est de devenir éditorialiste, de parler politique, surtout internationale, puis de politique nationale. Moi, je suis convaincu que la guerre qu'on traverse, nous qui vivons dans les rues, elle est fondamentale à raconter. Et les générations précédentes, ils ne l'avaient pas fait. Il y a un écrivain, par exemple, qui s'appelle Bruno Arpaia, qui, dans un de ses livres, dit « Pendant que nous, dans les années 60, faisions des manifestations au nom du maoïsme, la révolution à Cuba, dans notre pays, on tuait des conseillers municipaux parce qu'ils étaient opposés à un contrat pour un parking. Nous qui pensions qu'on allait construire la grande révolution et qui allions dans les grandes villes, dans nos villages, il y avait ceux qui mouraient parce qu'ils avaient eu le courage, dans un petit conseil municipal, d'arrêter un contrat illégal et on les tuait dans un silence total. Je me connecte à cette histoire et je m'y reconnecte énormément.
et j'en ressens aussi de l'ambition. C'est-à-dire que j'ai l'ambition qui grandit en moi avec une certitude. Si j'écris sur ces choses, elles arriveront. Tandis que, par exemple, ma famille, qui me voit passionné par les textes de Giordano Bruno, est convaincue que je vais dans cette direction. J'écrirai sur Giordano Bruno, j'écrirai sur l'histoire de Naples, dont j'ai une grande passion, les Bourbons, parce que mes soirées, je les passerai souvent à raconter, je deviendrai à un moment donné l'édo de mes amis qui m'entendent raconter ces histoires. Personne ne s'attendait à ce que j'écrive, par exemple, des articles sur ce genre de sujet. Je collabore avec un hebdomadaire glorieux de l'époque. Peut-être que tu te souviens, c'était Diario. Il était milanais, dirigé par Diaglio. Il a duré quelques années. Et là, il se passe quelque chose de particulier. Personne ne m'a cru à l'époque. Et là, je ressens une véritable rupture. J'écris sur un camorriste. Il me semble qu'il s'appelait Catapano, qui avait des affaires avec une grande entreprise du Nord qui distribuait du lait. On me le passe, je veux dire, on me le publie, ça sort en 3 ou 4 pages, et dès que l'article sort, on me détruit le garage de ma maison. Je téléphone en disant « Regardez, c'est ce qui s'est passé, on va pas diffuser l'info. Est-ce que vous pouvez réparer mon garage? Ça le concerne. » Ces gens me disent « Roberto, mais où es-tu, quoi? Nous, on en vend 3 copies, littéralement 3 copies. Et toi, tu t'en achètes une. Et tu crois qu'ils ont vu ton article? Allez, vas-y, fais pas le mythomane. » Et ça m'a beaucoup blessé. Parce qu'ils ne savaient pas une chose fondamentale, qui est toujours valable aujourd'hui. Les criminels, ils ne lisent pas les journaux. Alors oui, peut-être le journal local, oui. Mais eux, ils ont un abonnement à l'Eco della Stampa, c'est-à-dire là où leur nom est cité. Le service juridique reçoit la pile de journaux chaque lundi, avec tous les articles sur eux, et chaque lundi, c'était ça. Donc, c'est pas qu'ils avaient lu mon article sur Diario. Ils avaient simplement reçu l'article et m'avaient donné le signal. Mais qu'est-ce que tu fais? Ils avaient dû forcément donner le signal. Et c'était rien de grave, c'était pas grand-chose. Mais là, je me suis senti profondément seul. D'ailleurs, une des choses que je faisais, c'était écrire aux écrivains. Et j'avais écrit à Vincenzo Consolo, un merveilleux écrivain sicilien, Corrado Staiano, que je considère toujours comme un très grand maître de la littérature civile, hein, de la non-fiction, comme on dit aujourd'hui. Et lui, il me croyait. Tu imagines un gamin de 20 ans qui a un grand maître comme Corrado Staiano. Qui te croit? Et il me dit aussi, arrête-toi un instant, attends un peu. Cette histoire, elle nous est utile, t'en as besoin. 2000 ans, tout par lettre, il n'y avait pas de mail. Hein. Parfois, je téléphonais depuis des cabines téléphoniques parce que j'avais honte qu'on m'entende à la maison. Ou je téléphonais depuis chez moi. Je vivais dans les quartiers espagnols, Via Pasquale Scura, qui me manque, cette maison, qui pour moi a été un moment de grande joie. J'ai été heureux dans la Via Pasquale Scura et à Santa Anna di Palazzo. Ce sont mes 2 maisons napolitaines dans lesquelles je me suis senti léger et que je devenais la personne que je voulais devenir. C'est-à-dire une personne qui étudie, raconte, qui a des amis, qui est aimable, je sais pas comment dire. Ce jour-là, quand ça arrive, quand il brise le garage, t'as l'impression qu'il y a une grande opportunité qui se présente, que quelqu'un t'a écouté, que ce que tu fais pouvait devenir vraiment important, pouvait devenir ta vie, ou bien il y a de la peur de l'autre côté. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Malheureusement. Je dis malheureusement parce que j'aurais dû ressentir de la peur. Mais je la ressens pas. Je ressens, ils ont peur de moi. Et ça me plaît malheureusement. Je sens que je touche les bonnes cordes. Tu vois, j'étais inquiet, disons, à propos de la qualité de l'écriture, parce que ça a toujours été mon tourment. Pouvoir la rendre haute, mais compréhensible. Pas journalistique, mais pas trop romanesque non plus. À ce moment-là, ça crée trop de distance. Donc, tout mon combat, c'était sur la langue. Mais je me disais, waouh! Quand je vois ça, je me dis, j'en suis là. Mais même dans les jours qui suivent, un avocat du milieu m'appelle et me dit, eh bien, si vous envoyez en disant « vous », un bouquet de fleurs à ta femme de la personne dont j'avais écrit, ça se termine là. Je lui ai répondu « je n'envoie aucun bouquet de fleurs, on rigole ou quoi ?» Donc, par rapport au water polo, aux échecs, au piano, tu as dit « peut-être que j'ai trouvé ma place dans ce monde ». Exactement. Okay. À un moment donné, je me suis dit « voilà, c'est ça ». C'est là que tu as compris qu'il y avait peut-être une voie bien définie pour toi.
Mais quel fut l'élément déclencheur qui t'a poussé à aller en all-in en disant « Ok, je vais parier tout sur ce sujet, la criminalité organisée ». C'est la mort de Don Pepe. La mort de Don Pepe Diana m'a beaucoup marqué. C'est vraiment une empreinte que je ressens encore aujourd'hui, maintenant. D'abord, ils ont tué un jeune. Et maintenant, je suis plus vieux que lui. C'est incroyable, hein, il avait 30 ans. Et à l'époque, en plus, la fille avec qui je sortais, ma seule petite amie, était éclaireuse. Et Don Pepe l'était aussi. Donc je connais bien ce monde. Attention, être éclaireur dans une terre de Camorra, c'est pas être éclaireur à Milan, hein, c'est tout autre chose. C'est comme faire de la politique de droite et de gauche. Pourquoi? Laisse-moi te donner un petit exemple. Dans ces terres, des gens du mouvement social, qui sont à l'opposé de ma pensée anti-mafia, étaient avec moi. Je les sentais proches de moi, parce que je savais ce qu'ils risquaient et ce qu'ils faisaient. La politique dans ces territoires, elle est très différente. Parce que si tu t'opposes à eux, peu importe ta pensée, que ce soit au nom de la nation, de la classe, de la société, de la religion, tu mets tout en jeu et sans aucun avantage. Le maire de Casal de Principe, au moment de l'assassinat de Don Pepe Diana, qui est devenu aujourd'hui Renato Natale, est pour moi un héros. Je l'ai écrit plusieurs fois. Che Guevara, toutes ces figures, Malcolm X, qui étaient à l'époque des idoles des jeunes, qui les héritaient en réalité des années 70, parce que je suis né en 79, ces figures étaient les mythes des années 68 des années 70, mais elles sont devenues aussi idoles des jeunes des années 90. Moi, j'avais des figures comme lui. Renato Natale avait une formation communiste dans le PC et qui ensuite est devenu très chaotique, très catholique, pour s'opposer au clan des Casalesi, mais c'est une organisation qui génère 100 millions d'euros par an, donc énorme, et qui est puissante à travers le monde entier. Mais leurs racines sont dans un petit village. Alors, comment un conseiller municipal, un maire, peut-il les contrer? Impossible. Une fois, il a fait une rotonde, et il n'a pas laissé les clans la construire. Pendant la nuit, ils ont pris la rotonde avec des pelleteuses et ils l'ont jetée dans son jardin. Une autre fois, il remplissait l'entrée de sa maison d'une montagne de merde. Et il ne peut pas sortir. Une montagne de merde de buffle. Puis il tue pendant qu'il gouverne. Et au bout d'un moment, ils le mettent dehors. Il tue Don Pepe. Et il y a une scène qui, maintenant que je la raconte, le mettra très en colère. Il arrive à l'église avec Don Pepe, tué le matin même, le jour de son saint patron, la Saint-Joseph. Les mafias tuent toujours à des dates, presque toujours, à des dates symboliques. Tu sais pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a la Saint-Joseph, tu te souviendras que c'est Don Pepe qui a été tué, plus le saint. À Noël, pendant tous vos Noëls, si vous pouvez tuer à Noël le jour de l'an ou un jour férié, vous vous souviendrez de ce meurtre. Vous ne vous en débarrasserez jamais. Ils le font exprès. Ils arrivent le matin, le jour de son nom, le tueur arrive et il dit, parce qu'il y avait d'autres personnes et qu'il ne portait pas de soutane, je veux dire, il portait un sweatshirt, il dit « Qui est Don Pepe ?» « Moi. » Et il lui tire une balle dans le visage. Plusieurs balles. À tel point que ça me frappe quand je vais lire, mon gars, le rapport de nécropsie. Parce que tu avais 15 ans, c'était en 1994. Oui, je lis le rapport nécroscopique. Et tu sais ce qui me frappe? C'est que le trousseau de clés qu'il avait, celui de l'église de la maison, il avait plus de pointes. C'est-à-dire qu'une balle avait coupé toutes les pointes du trousseau de clés. Les 4 balles, toutes dans le visage. Terrible. Et les ogives, elles étaient dans son pull. Tellement près que lorsque l'ogive sort de l'arme, après avoir libéré la balle, elle était déjà dans son pull. Tout le monde fuit. On me raconte cette scène où il y a ce jeune carabinier tout blanc et terrifié dehors devant l'église. Il doit laisser entrer personne. Il craignait que des hommes du clan arrivent pour collecter des preuves. Et au final, ce ne fut pas le cas. Le maire arrive et voit tout le sang noir sur le sol. Il s'agenouille et, comme il le dit, il prie et il blasphème. Il demande au Christ comment il est possible qu'il ait permis qu'un jeune comme ça soit tué dans sa propre maison. Et il le déteste. Christ, qui a permis une chose pareille? Puis il prie.
Cette scène me rentre dedans. Je ne l'ai pas vue, on me l'a racontée, mais elle est là, comme si j'y étais. Et ça me revient à l'esprit, mais je ne sais pas si c'est utile en ce moment, mais moi, j'ai réussi. Ensuite, on m'a bloqué avec une émission, à revenir là-bas, parce que la personne présente lors de ce meurtre, Augusto Di Meo, le photographe, a dénoncé le tueur. Et après des années, il a décidé de raconter l'histoire. Donc, je l'ai interviewé pour Insider, l'émission que j'avais sur Aitre, et ils ont bloqué l'émission. Ça a été une nouvelle douleur pour moi, ça, tu vois, parce que j'avais reconstruit l'histoire. J'avais parlé avec la sœur de Don Pepe, et ils ont bloqué cette émission. Ça a été terrible. Personne ne l'a vu, et personne ne la verra. Et pourquoi est-ce que tout ça est aussi important? Au niveau d'un garçon de 15 ans, ça te change la vie. Don Pepe, en plus, il fumait le cigare. Donc c'était vraiment un jeune, je ne sais pas comment dire, un jeune qui dit, en tant que prêtre, je ne peux pas poursuivre mon activité pastorale sans dénoncer tout ça. Jusqu'à 1 minute avant, les prêtres ne disaient pas ça. Ils disaient, nous devons être au-dessus de tout ça. Nous devons consoler les âmes. Et lui, il commence à dire, non, non, il faut prendre position. Et ça me touche. Ça me touche et ça me détruit aussi. Choisis toujours. Après, tu peux changer d'avis. Tu peux aussi payer les conséquences. Mais choisis toujours. Et Don Pepe, il a choisi. Et donc, le dimanche, quand il est avec les scouts, il parle de tout ça. Il en parle. Maintenant, ça nous semble facile, non? Voir un article à ce sujet, c'était pas comme ça. Et c'était même pas comme quand j'ai commencé à travailler. Un article sur ces sujets, ça n'arrivait jamais au niveau national. Jamais. Pas à cause de la censure, mais parce que c'était vu comme de la merde. La saleté du village, de la merde de province en fait. Dans un territoire, pour te dire, où quand Mussolini est arrivé au pouvoir, c'était déjà criminel. En fait, il change le nom. Mussolini dit, ce sont des noms pleins de crimes. Ça s'appellera Casal di Principe San Cipriano Albanova. Pour te dire, et maintenant, c'est juste le nom de la gare ou de l'équipe de foot. Pour te dire qu'un jeune qui, à 30 ans, depuis son pupitre, commence à dire et écrire, parce qu'il a aussi écrit dans un document que la démocratie italienne est menacée par une dictature criminelle, c'est pas quelque chose qu'on peut dire en pensant qu'il n'y aura pas de conséquences. Il l'a écrit dans un document qui m'avait enthousiasmé et s'appelait « Par amour de mon peuple, je ne me trahirai pas ». Et moi, à 15 ans, j'étais pas religieux, complètement en dehors de la spiritualité catholique, que lui, en tant que prêtre, nourrissant dans son combat. Pour moi, c'était pas... Ça se passe, ça peut changer, ça peut être nouveau. Attention, pour te faire comprendre, à l'époque, eux décidaient de tout. Ils votaient pour la démocratie chrétienne. À un moment donné, ils se disputaient avec les dirigeants de la démocratie chrétienne et ils mettaient en candidature leurs propres avocats dans le Parti libéral, qui avait 1%. Après leur soutien, ils passent à 35%. Tu comprends ce que ça veut dire? Tout. Et un petit prêtre arrive, comme ça, qui fait avancer sa paroisse, qui n'a que 2 sous, qui n'a pas 2 journaux qui le suivraient, hein. Il a rien, pas de télévision, rien. Don Pepe n'a été connu qu'après sa mort. Et moi, je vis tout ça en tant que gamin. Je fais que regarder, mais c'est incroyable. Et à partir de là, le massacre continue. Antonio Gangiano, le vice-maire de Casa Persena, décide de ne pas laisser un contrat au clan. Si tu nous fais pas avancer, nous, on te laissera pas avancer. Et il lui tire dans la colonne vertébrale. Federico Del Prete, un syndicaliste qui dit qu'il faut s'unir. Les marchands ambulants pour les marchés et enfin gérer de manière transparente les contrats et les positions des commerçants. Il l'assassine. Un barman remplace les machines à vidéo poker du clan rival, c'est-à-dire que il enlève celle des bidognetti et les Moscavone. Et les bidognetti, dont on parlera dans le rapport qu'ils ont avec moi, le brûlent vivant. Il le brûle vivant. Magliulio, un jeune qui travaillait un peu pour eux dans leur chantier, courtise une fille qui avait été promise par le clan à un autre. Et il le trouve sur une chaise au bord de la mer et le noie en lui faisant manger du sable. Bidognetti est en train de fuir à Giuliano et quand ils vont l'assassiner,
il prend une maîtresse, par hasard, et l'utilise comme bouclier. Et toutes les balles vont sur elle. Fin. Et je pourrais continuer vraiment. J'en ai encore un. Ça continue, c'est infini. Infini. On repart de cet article où tu sens qu'il peut se passer quelque chose avec l'article, où il y a comme une conséquence par rapport au garage pour marquer un moment historique précis. C'est quoi l'excursus à partir de ce moment-là? Je continue à collaborer avec les journaux et à élever toujours le plus le niveau. Et quand est-ce que quelque chose se passe où tu te rends compte que ça pourrait devenir ta vie et ta profession? Les journaux commencent à me publier et ils Quel âge commencent à me tu as à publier. peu près? 22, 23, 21 ans. Le premier article, en réalité, je cherche à collaborer dans différents domaines. Il me le publie La Stampa, et c'est une critique. Ça n'avait rien à voir. C'est important pour moi parce que je cultivais le style de l'écriture. Ça ne devait pas être secondaire par rapport au sujet. À l'époque, j'écris à Gianni Riotta, je lui envoie une lettre et il dit « Ah, tu écris bien, fais-moi la critique de ce livre. » Un livre horrible qui s'appelait Palmeras de Sangre, avec des trous de balles sur la couverture, un jaune horrible. Je le critique et je me souviens du matin où je vais à Piazza San Domenico à Naples, et je demande le journal et il y a pour la première fois mon article, qui était une critique. À partir de là, je continue à écrire aussi des sujets crimes. Et je les propose au Manifesto. Je les propose à la section du Corriere et ils me les publient. Personne ne me demande l'exclusivité, parce que je racontais des trucs qui n'intéressaient personne, à vrai dire. Quand ça les intéressait, c'était quand les enquêtes judiciaires touchaient des politiciens, des maires, des premiers ministres, des ministres, pas forcément des premiers ministres, et là, ça allait en judiciaire, mais bon. Et puis, attention, je commence le grand procès, le clan des Casalesi, le procès Spartacus. Et je vois que dans les journaux nationaux, personne n'en parle. Il y a une journaliste que je vais aussi retourner dans son destin, Rosaria Capaccione. Elle en parle sur le journal, mais dans Il Mattino. Voilà, le plus grand procès de mafia par le nombre de prévenus de l'histoire, comparable uniquement au maxi-procès de Palerme, personne n'en parle. Je ressens qu'il y a de la colère et une occasion, donc je ressens aussi l'opportunité. Et un jour, je vais avec des amis à moi, un peu liés au monde criminel, parce que moi, je vivais là-bas, je vivais ces réalités. Et on regarde un film, je ne sais pas si c'était Romanzo Criminale, je m'en souviens plus, et le commentaire de tout le monde est « Mais qui sait, si on devait raconter alors nos histoires ?» Un peu comme ils le voyaient dans Pulp Fiction, bah ça va, mais eux, c'est rien par rapport à nos histoires. Et c'était vrai. Tu avais des principes, tu avais des histoires incroyables dedans, des massacres, des tortures, et personne n'en parlait. Personne n'en parlait. Et pourtant, tu voyais les films américains qui racontaient des trucs en dessous de ce que nous observions et vivions. Je commence à écrire. J'écris de plus en plus dans les journaux, et il se passe deux choses. La première, c'est qu'un personnage lié au clan, je le vois sous chez moi, là où je vivais pendant un temps, où j'ai vécu à Falciano, près de Casalte. C'était une période où je m'étais éloigné de Naples, mais je parle de quelques mois. À ce moment-là, tu n'avais pas encore atteint la popularité. Non, j'avais pas encore Gomorrah, pas encore mon premier livre. Il y a ce monsieur, là, ce personnage... Tu savais qui c'était dans ce cas-là? Parce que je m'étais aussi occupé de lui dans mes articles. Ok. Et il était assis sur une moto. Il avait cette moustache, là, comme les motards, qui descendait jusqu'au menton. Une grosse moustache, comme ça. Et je comprends que c'est pour moi. Donc, deux sentiments contrastés. Ok, je m'enfuis, puis non. Attends, je vais pas m'enfuir. Si je le fuis, il me retrouvera, et puis voilà. Deuxième sentiment, c'était, bon, ça peut ne pas être grave. Un type veut te tuer, il se met pas là comme ça, à la vue de tout le monde. Peut-être qu'il regardait déjà des téléphones, je sais pas. C'était impossible. Je pensais qu'il allait me donner une claque. Et je me dis, ok, il va sûrement me dire d'aller me faire voir, une claque, mais j'avais déjà la porte juste devant moi. Je garde les clés de la porte à la portée de main, il me sourit. Oh, Robertotto! Je me souviens, au lieu de m'appeler, d'habitude, on m'appelle Robertino. Robertine. Mais lui, il disait Robertotto. Tu as vraiment raison. Désolé, je parle de façon formelle, non? Et quoi, tu as raison? Et le cœur battait à 100 à l'heure. Tu as raison, tu t'es diplômé, et nous, on t'a rien donné. Rien. Genre, tu viens ici,
tu t'es diplômé, donc tu es quelqu'un de bien, et personne n'est venu chez toi pour te donner un travail. Tu as raison d'attirer notre attention en disant qu'on est des déchets. Et il me demande, ça te plaît l'Allemagne? J'avais fait Erasmus à Düsseldorf, un vrai désastre, ça m'avait pas plu du tout. Je suis rentré, et eux ils le savaient. Et il me dit, tu aimes l'Allemagne? Nous, on a des affaires à Brême, une sorte de truc de voiture, ça marche pas trop bien, mais tu peux y aller. Je dis rien, je reste calme, et il rajoute, Caracas. Tu aimes l'Amérique du Sud? Et nous, à Caracas, on est une entreprise de camions. Il y a un Vénézuélien, mais si tu veux y aller, nous, ça nous ferait plaisir. Alors je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Le « vous », qui est une insulte, hein, la distance, le « vous », c'est pas respect. Le « tu », c'est de la familiarité. Donc je lui dis donc « vous », pas « vous ». Comme ça m'est souvent arrivé de le faire avec des mafieux, pour leur montrer qu'il y avait une nécessité de dialogue. Donc je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Et il devient tout sombre, mais pas agressif envers moi. Et il me dit, mais alors pourquoi tu fais tout ça? Si tu voulais pas d'aide, pourquoi? Il essayait de comprendre, mais il pensait vraiment, tu sais, pas une seconde qu'il y avait une nécessité professionnelle de ma part, que c'était une volonté personnelle. Ça viendra plus tard, avec l'accusation, tu le fais pour l'argent, tu le fais pour ça. Mais à ce moment-là, il pensait juste, mais pourquoi? Et je me souviens de cette scène, je veux pas lui tourner le dos, mais pas par peur, hein. C'est parce que je veux pas qu'il pense que je suis en train de l'insulter, genre, va te faire voir. Donc, je me rapproche de la porte, je marche lentement, comme un crabe, tout en lui parlant, genre, non, c'est bon, je gère, mais vraiment, il n'y a pas de souci. Je continue, mais ça n'a rien à voir avec tout ça. Lui monte sur sa moto. Il était super calme, genre, c'est bizarre. Et il ne m'insulte pas, il me fait rien et il s'en va. Et là, je comprends. Je me dis, ok, je monte d'un cran. Ils arrivent. Et là, il y a la guerre des clans à Scampia. Dans une autre zone, donc pas dans le Casertano, mais à Naples. 2, 3, 4, 5 morts par jour. Et moi, je vais les suivre tous. Comment tu les as suivis? Et en utilisant ma Vespa noire qui en fait... C'est-à-dire que tu rentres vraiment dedans? D'ailleurs, encore mon frère quelque part. Cette Vespa noire était vraiment devenue pour moi une extension de mes jambes. Je vivais littéralement les jours de là. Ton bureau ambulant. C'est exactement ça. Et je gardais là, comme tout le monde à l'époque, une radio réglée sur les fréquences de la police. Mais au bout d'un moment, ils ont changé les fréquences et ça a été beaucoup plus difficile. Mais tout le monde, même les photographes, ça pour demander de l'aide, tu veux dire? Non. C'était pour entendre les meurtres avant. Ah, Ils annonçaient un meurtre et j'arrivais. Et c'était particulièrement intéressant. Mais comment tu faisais pour t'approcher à ce moment-là? Mais personne ne t'arrête. Il faut imaginer que quelqu'un... C'est-à-dire qu'au moment où ça se passait, il y avait tellement de Parfois monde... oui, parfois non. Parfois tu arrivais et il y avait vraiment personne. Et il était encore vivant, là, par terre. Et là, tu comprends ce que ça veut dire, de mourir dans la rue. C'est comme un accident de la route. Ceux qui l'ont vécu le savent. D'abord, tu ressens de la honte, comme si tu étais nu dans la rue, tu es là, par terre, tu t'es pissé dessus. Tu as des balles dans le corps, tu as froid, très froid, et tu commences à pâlir. Et c'est de la honte, parce que les gens te regardent un peu, c'est comme être nu dans la rue. Ça arrive à ceux aussi qui ont des petits accidents, ceux qui sont par terre, immobiles, et qui ressentent cette gêne. Tout le monde qui te frôle ou qui te regarde, des inconnus qui mettent leur visage devant le tien. Et là, j'ai vraiment eu la sensation que la mort, ça craint. C'est pas romantique ni dramatique, c'est presque banal et ça craint. J'arrivais et ces gens tremblaient, puis ils mouraient. Et ceux qui se prenaient des balles dans la poitrine, dans les jambes, il y avait beaucoup d'anxiété. Pourquoi? Parce que quand la cible ne meurt pas, les tueurs reviennent souvent. En fait, ça arrivait, et après l'attention médiatique, ça se produira plus. Mais les ambulances arrivent, ils le voient vivant et repartent. Parce que sinon, et ça a bien été le cas 3 fois, ils entraient dans les ambulances et tiraient dans la tête du blessé, une fois qu'ils étaient dans l'ambulance. Moi, avec ma moto, j'arrive, bam, je tire 3 balles. Je le touche à la poitrine, aux jambes, à l'épaule, parce qu'il est peut-être en train de fuir. Et je m'en vais parce qu'il y a trop de monde. Mais l'exécution réelle, toujours à la tête. Les exécutions, rappelle-toi, c'est ultra rapide. C'est pas scénographique. Le conflit,
Si tu vivais avec moi dans un film, tu verrais toujours ce combat entre moi et les réalisateurs qui font des scènes de meurtre beaucoup plus longues pour permettre aux spectateurs de tout voir. Et moi je dis non, mais c'est pas comme ça, il y a trop de balles, trop de volume de tir, c'est instantané. Mais ceux qui le font ne s'en souviennent pas. Ceux qui le font et ensuite veulent raconter parce qu'ils se sont repentis ne s'en souviennent même pas très bien. Et ils ne se souviennent même pas du visage parce que c'est instantané. Si tu étais là, tu dirais « je sais pas qui a tiré ». Voilà pourquoi tu dois jamais fuir. Tu dois toujours regarder par terre. Tu te dis « mais qui a fait ça ? J'en ai aucune idée. » Mais vraiment, c'est comme ça qu'on fait des meurtres. Pendant les règlements de compte, où tout le monde est en alerte, c'est plus difficile de s'approcher. Pendant les règlements de compte, c'est la guerre. C'est presque de la guérilla. Alors, il y avait des blessés, et quand il y avait un blessé, j'arrivais, et les gens... non tornavano, ma se qualcuno avesse detto "Oh, se lo sta prendendo l'autoambulanza", quelli seguivano l'autoambulanza, che dovevo dire fare fuori. E io seguo tutto questo. Il n'y a jamais eu un moment où ils t'ont remarqué, t'as pris un grand risque. Non, jamais. Jamais parce que personne ne se souciait de moi. Ils savaient qu'il y avait des journalistes, et là, le risque était d'être mal compris pour un criminel. Des forces de l'ordre, tu veux dire? Non, des rivaux, c'est-à-dire les scissionistes, parce qu'il y a eu la Grande Guerre, l'une des plus grandes de l'histoire de la criminalité italienne, qui a eu lieu au sein du groupe des Secondigliano. Le clan Di Lauro se divise entre les scissionistes, appelés espagnols, parce qu'ils ont une base à Barcelone, et ça montre que ce sont jamais des histoires locales. Et puis, il y a le groupe fidèle à Di Lauro. Que fait Di Lauro? Il prend tous les jeunes du groupe, donc je vois des gamins, 15, 16 ans, armés, tous recrutés, et c'est comme si tu imaginais un entrepreneur qui décide de prendre tous les enfants de ses ouvriers, de les armer dans une milice, mais après, et c'est ce qu'il fait, il prend tous ces gamins, pas des enfants de famille mafieuses, mais des gamins de l'extérieur, ceux qui travaillaient comme mécaniciens, et les arme. Donc, je vois sous mes yeux quelque chose d'incroyable. Mais comment convaincre un jeune de cet âge de s'armer quand il ne fait pas partie de cette école de pensée? C'est très facile, parce que tu leur donnes de l'argent, une arme, et donc ça devient avant tout érotique. C'est-à-dire que les filles commencent à dire « Waouh, tu es un homme !» Et je le voyais surtout avec les garçons en surpoids, ceux qui étaient harcelés. Après être devenus des hommes de Cosimo Di Lauro, plus personne n'osait se moquer d'eux. Mais je les voyais vraiment. Plus personne ne les harcelait, plus personne les insultait, disant « gros ». Soudainement, ça changeait. Mais pas qu'ils les craignaient, c'était simplement « Ah, alors il y a de la valeur ». Terrible. Terrible. Et ces garçons étaient prêts à tuer pour 500 €. Il ne faut pas penser que la vie change avec des sommes énormes. Un meurtre est payé comme une indemnité. Il y a un salaire mensuel. Quand tu entres dans une organisation criminelle, tu as un salaire mensuel. La 13e, il t'aide, même si tu as un enfant handicapé. Il y a toute une structure codifiée. À mesure que tu grandis en âge, tu gagnes plus d'argent. Tes rôles changent, ton salaire et tes horaires de travail changent. Et si tu es un chef de zone, un chef de section. Comme dans une entreprise? Comme dans une entreprise, absolument. Plus ce paiement est efficace, plus tes hommes seront fidèles. Plus il est inefficace, plus tes hommes seront exposés, par exemple, à la collaboration avec la justice. C'est-à-dire qu'ils se vendent à l'État. Un meurtre, c'est payé. Il y a une indemnité. C'est 2500 € en général, ou 3000 si c'est vraiment un gros. 5000, voilà, c'est ça. Au-delà de ton salaire, on te donne un bonus. Les gamins prenaient beaucoup moins, beaucoup moins. Donc ça valait aussi pour l'organisation de les armer. Et moi, je me souviens, par exemple, qu'après de nombreux morts, surtout après les morts innocentes, je suis arrivé sur les lieux de l'exécution des personnes innocentes. Et tu sais comment je m'en suis rendu compte? C'est devenu ensuite ma méthode. Par la réaction des membres de la famille. Quand un membre de la famille arrive et fait partie d'un clan, d'abord, ils s'y attendent. Quand tu fais partie d'une organisation, tu sais que tu vas mourir ou aller en prison. Tu le sais, c'est une partie de ton métier, c'est pas un risque. Parfois, aller en prison, c'est une valeur. Tu arrives et tu vois les femmes, les mères, les sœurs, qui agissent comme les pleureuses grecques. C'est-à-dire, « Ah, pourquoi est-ce qu'ils ont tué Giovanni ?»
elles commencent à hurler, hurler à pleine voix, hein, et à se faire les cheveux. Et c'est pas qu'elles font semblant, bien au contraire, mais elles doivent mettre en scène la douleur pour envoyer un message. Vous nous avez donné la douleur la plus profonde, arrêtez-vous. Ne me tuez pas d'autres enfants. Toute la douleur que vous vouliez nous donner, vous nous l'avez donnée. Et un message à leurs proches aussi. Nous sommes une famille unie. Notre douleur est immense. Donc, tu dois mettre en scène une vraie douleur. La première fois que je suis arrivé, peut-être la première fois dont je parle comme ça, que dans ma vie, je ne suis pas retourné à ces moments-là. Il tue un jeune homme, Attilio Romano. Il travaillait dans un magasin de téléphonie. Il ne savait pas que son associé était son cousin au second degré. Je ne sais pas si tu sais qui sont tes cousins au second degré, toi, mais moi non. Moi non plus. Imagine mourir pour ça. Parce qu'un mec a un parent au deuxième degré lié à Rosario Pariante, un boss, et il fallait le punir. Même s'ils ne se fréquentaient pas? Même s'ils ne se fréquentaient pas. Tu sais, parfois on a des preuves. Et un traître nous a dit qu'à un moment donné, les criminels vont au bureau de l'état civil pour chercher des parents, parce qu'ils ne les connaissent pas, des gens. Parce que je ne sais pas qui est votre parent au troisième degré. Alors je vais chercher et je le tue. Et en fait, il ne le reconnaît même pas bien, hein. Il connaît plus ou moins les familles. Tu comprends? Quand on lit souvent « tuer », on pense qu'il s'agit d'un camorrista, mais c'était pas comme ça pendant la querelle. Alors, Attilio Romano, qui travaillait, d'ailleurs, il avait déjà un travail, il s'est retrouvé dans ce magasin, dont le propriétaire est un parent au deuxième degré de Rosario Pariante. Il cherchait ses parents, ses fils, mais ils s'étaient tous enfuis. Ces hommes étaient tous armés. Un message de viande, c'est ce qu'ils disent, des enveloppes et de la viande, en disant que je le ferai et que j'arriverai lentement à vous. Ils entrent, ne trouvent personne, et lui tirent une balle en pleine tête. La fin. La femme arrive. Elle s'est mariée, je crois, une semaine auparavant. L'horreur a toujours cette dynamique étrange qui fait que ces choses se produisent presque toujours dans des situations symboliques. Incroyable. Il venait juste de se marier, et il a ri. Il pensait que c'était une blague, il riait. Alors j'ai dit, merde, ça n'a rien à voir. Je peux le dire après, ça. J'ai dit qu'il n'avait rien à voir avec ça. Ils ont dit, non, mais peut-être qu'il travaillait ici, qu'il blanchissait de l'argent, tout de suite. Mais non, il blanchissait. Je dis que c'est pas possible. Et ils rient, n'est-ce pas? Et puis ils disent, et elle s'est évanouie. Quand elle voit le corps, elle s'évanouit littéralement. Ils la traînent. Alors, je vois qu'elle arrive en souriant, qu'elle fait même une blague, hein, puisque c'est une blague. Hein. Alors non, mais la police était là. Une réaction nerveuse, elle était évidente. Elle a été emmenée. Et là, je comprends tout de suite. Et ça m'arrive aussi à Casavatore. J'arrive sur ma Vespa, le cadavre d'un garçon, Dario Carillo, tué par derrière lorsqu'il était sur sa Vespa. Et les tueurs ont dû aller tuer le chef des Casavatore, qui avait le même scooter que lui et qui aimait les chemises avec des couleurs. Il lui tire une balle dans la tête. Lorsque son frère arrive, il saute. La douleur est telle qu'il ne peut rien faire. Il saute. Il commence à sauter. Il imagine une personne qui saute, parce que la douleur ne le retient pas, ok? Il ne peut même pas pleurer. Il dit juste la phrase « Qu'il dit à ma mère? Qu'il dit à ma mère ?» Je dis « innocent ». Et même là, c'est la méthode. Pas un seul parent. Et j'ai vu des dizaines et des dizaines de camorristes faire ça. Il embrasse le visage. C'est un rituel. Et puis, il arrive que le corps de Dario soit emporté. Pendant des jours, on écrit au camorrista. Pendant des jours, camorrista, pour s'adresser à la famille. Et tu connais la scène qui m'est restée en mémoire, dont je me souviens maintenant? Au bout d'un moment, ils sont partis, ils ont pris des photos sur les taches de sang, sur un parking. Tout est ordinaire, tout est normal. Je veux dire, il s'est rien passé. La voiture, pas de fleurs, pas de sueur. Probablement qu'ils avaient tout de suite dit qu'il était innocent. Et il y aurait eu plus. Mais être un camorriste, dans l'imaginaire, et ça aussi c'est une horreur, usa morte, munuzzo. Et en fait, quand j'étais enfant, j'ai vu, parce que ma première, disons, mort, je ne l'ai pas vue en tant qu'écrivain ou journaliste, je l'ai vue en tant qu'enfant. Sur le chemin de l'école, je vois cette voiture. Je l'écris dans Gomorra.
où il y a un homme qui est à l'envers, c'est-à-dire qu'il a les pieds à la place de la tête, parce que les tirs de Kalachnikov, boum, 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 ils les ont fait tourner. Ce sont des coups très forts, hein, ils ont comme de gros points, n'est-ce pas? En dessous, et je suis très curieux, il y avait la rigidité cadavérique. Donc il avait un pénis dur, donc nous les enfants, on disait « Wow, regardez, regardez, il faisait ça, n'est-ce pas ?» On a tous regardé. Et une petite fille s'est mise à pleurer. Le gars du coin, et toi tu t'en rends pas compte, ouvre la porte et dit « Non, pourquoi est-ce que tu pleures? Cristiana Muniez, pourquoi est-ce que vous pleurez? Tu dois juste te réjouir que celui-ci soit mort. » Tu comprends? C'était ça l'état d'esprit. 2005 à peu près quand ce moment se produit. Un an après, Gomorrah sort. Ouais. Et ça change ta vie, Ouais. sous bien des aspects. Je voudrais te poser une question avant. Les familles de ces jeunes garçons, qui étaient, disons, recrutés selon les dynamiques que tu as expliquées tout à l'heure, savaient-elles que leurs enfants faisaient partie d'organisations ou pas? Ça dépend. Et certaines familles essaient même de les sauver. Et s'ils refusent l'offre d'entrée, il y a des Pas conséquences? forcément, pas à ce moment-là. Ils te punissent pas. Tu Ok. perds juste une occasion. Ok. Dans d'autres cas, oui, il y a des conséquences. Ouais. Surtout si tu es parent d'un mafieux, d'un camorrista. Je me souviens d'une phrase qui peut peut-être t'aider à comprendre ce que ça signifie. C'était cette dame à Loreto Mare, un hôpital napolitain très connu parce qu'ils reçoivent les blessés par balle, comme on dit. En fait, ce sont les plus grands experts en chirurgie abdominale. Une ville de guerre. Je me souviens que MSF demandait des chirurgiens à envoyer en guerre. Ça serait Médecins sans Oui, frontières. Médecins sans frontières, exactement. C'est cet hôpital-là, parce qu'ils étaient habitués à traiter des gens avec des balles dans le corps. Et je me souviens de cette femme qui est là, avec son fils, amené à l'hôpital, et qui dit cette phrase que j'ai ensuite écrite dans le livre. Paranza dai bambini. La seule façon que j'ai de les sauver, c'est de les remettre dans mon ventre, ces enfants. Une image incroyable. Je dois les faire rentrer en moi. Une fois dehors, c'est la guerre. 2006. Gomorrah, que tu as écrit par rapport à tout ce que tu as raconté jusqu'à maintenant. Donc tu l'as vécu de près. Tu l'as raconté avec ton style que tu as affiné au fil du temps, non? Il vend 10 millions d'exemplaires dans le monde entier, donc c'est vraiment pas banal. Je te pose une question avant d'arriver au succès et aux conséquences du sujet du succès. C'est Mondadori qui publie? Ouais. Comment les convaincs-tu? Ouais, c'est une super bonne question. Alors, ce qui s'est passé, c'est assez fou. Je me suis mis à écrire des morceaux de Gomorrah, mais personne ne savait que c'était un livre, en fait. Ça ressemblait juste à des récits courts sur Nazione Indiana. Tu vois, c'était un site littéraire super lu à l'époque. Tous les éditeurs d'Italie y passaient. Pas comme aujourd'hui, il y en a des tonnes, non. Là, non, non. C'était un des rares endroits. Et donc, voilà, je poste mes textes là-bas. C'est Tiziano Scarpa, un écrivain génial de Venise, qui m'invite à publier sur ce site. Et il y a une autrice d'origine polonaise, Elena Janecek, qui me repère. Et d'autres aussi. Genre Antonio Francini, Carla Benedetti, une critique super pointue à l'époque. Bref. Plusieurs éditeurs me contactent et me demandent « Mais c'est quoi ce projet? On est chaud !» Tu sais ce que fait Mondadori? Il m'envoie direct un contrat, genre sans même avoir lu le manuscrit. Un contrat à 5 000 € d'avance. C'est tout. Un acompte. Un acompte. Et puis des Et royalties. puis les royalties. Et ils me disent aussi, si le livre te plaît pas, celui que tu nous remettras, on ne sait même pas de quel livre il s'agit. Tu pourras le donner à qui tu veux. Mais ça, c'est la compte, pour lire en avant-première ce livre. Donc, j'avais même pas envoyé de synopsis. Hein. En fait, ils savaient même pas que j'écrivais un livre. Ils m'ont juste dit, on a lu ces récits. Si tu fais un livre, on doit être les premiers à le lire. Du coup, je me jette à fond dans la finalisation du livre. Tu te rappelles qui t'a contacté? Si tu as envie de les citer. Bien sûr. 3 personnes ont été clés. Elena Janecek, Edoardo Brugnatelli et Antonio Francini. Elena, super proche de l'écriture. Eduardo, lui, voulait à tout prix publier le bouquin dans la collection Strat Blue. Et Francini, c'était mon mythe. Il était écrivain aussi. Il avait écrit L'abusivo, un super bouquin sur Giancarlo Siani, le journaliste tué par la Camorra.
Je me suis dit, lui, il capte. Mais c'était pas gagné. Je suis convoqué à Segrate et j'emmène avec moi des journaux locaux pour prouver que ce que je raconte est vrai. Et je me suis dit, ils vont jamais me croire. Genre, mais t'es sérieux, Roberto? Quelqu'un qui s'est fait découper la tête à la disqueuse? N'importe quoi. Eh ben si, c'était vrai. Et c'était dans les journaux locaux. Je les ai foutus dans un sac de sport et j'ai fait une sorte de TED Talk pour la maison d'édition, en essayant de ne pas avoir l'air d'un taré. Parce que leur réaction, c'était, mais attends, si c'est vraiment arrivé, comment ça se fait qu'on n'en ait jamais entendu parler? Et voilà, c'est là que tout commence. C'est la même question que tu te posais quand tu regardais Roman criminel avec tes potes. Comment est-ce possible que tout cela ait pu arriver? Regarde maintenant, c'est presque facile d'en parler. Mais derrière tout ça, il y a le prix que beaucoup d'entre nous ont payé, ceux qui ont tout perdu pour qu'on puisse enfin allumer cette lumière. Aujourd'hui, c'est facile. Au début, c'était impensable. Comment tu fais à faire connaître Gomorrah? Parce que bon, tu convaincs, tu fais ton pitch, ton TED, tu amènes les journaux locaux pour prouver que t'étais pas un mythomane à ce moment-là. Exactement. Et à un moment donné, ils Oui, décident de le ils le publier. lisent. Et là aussi, ça a été compliqué au niveau du style. Parce que le style était celui d'un roman. Et c'était ni un essai, ni un roman. Ils essayaient de le changer. Il y a un dictateur éditorial très habile qui me demande pourquoi ne pas en faire un essai? Il essaie de le changer pour le rendre plus réaliste. Non, ils essayent de lui donner une forme légitime. Parce que qu'est-ce que c'est au juste? C'est un essai. Et c'est pas un essai non plus. Du coup, pour communiquer, c'est pas facile. Alors, ce directeur éditorial me dit, faisons-en un essai. Et il enlève toutes les parties romanesques. Antonio et d'autres disent, non, 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 faisons-en un roman. Gardons toutes les parties narratives. Mais Roberto, je lui ai récemment rappelé à ce moment-là que tu me sauvais la vie, il me dit, Robert, mais pourquoi enlever les vrais noms? Pourquoi ces vrais noms? Qu'est-ce que ça change? Je me sens pas de faire ça, Anto. La force, c'est les deux. Le non-fiction novel, qui en Italie était peu pratiqué. Beaucoup faisaient ça, seulement les Woming. Ça avait été fait par des grands maîtres comme Corrado Staiano, mais en réalité, il y avait soit l'essai journalistique, académique, scientifique, disons, soit le roman. Moi, je voulais le faire comme ça parce que j'avais pour modèle Truman Capote, William Goldman, Gaël Alice, enfin, tous les grands Kapuscinski, qui écrivaient de la littérature, mais réelle, avec des vrais noms, des faits mesurables. Et j'essaye donc, je dis, je veux que ce soit comme ça. Aujourd'hui, je le referai plus. Bon, je te le dirai après, quoi qu'il en soit. Tu ne ferais plus les noms aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, je referai même pas Gamora. Hmm. Jamais. Si je pouvais revenir en arrière, ce serait la première chose que je jetterais dans ma vie. Jamais. Je remets ce livre et il est publié. Mais il faut pas croire que ça a fonctionné. Hein. En fait, je veux comprendre, étant donné que t'as pas de public, que t'es pas connu, comment tu fais pour vendre les premières copies? Ça marche pas. Et il y a que le bouche à oreille. Et pourtant, ils impriment 5000 exemplaires. Bouche à oreille, ça veut dire que tu vas dans les Non, festivals non, non, littéraires? bien avant ça. Les gens du cercle napolitain commençaient à le lire. Et des petites libraires comme le mythique Raimundo de Dante Descartes. C'est un libraire qui dit « ce livre de ce garçon est bien, c'est bien ». Puis il le lit, il le dit à ses amis écrivains, et ça commence à se propager. Mais un peu. La première présentation que je fais, c'est dans cette librairie avec ses amis. Une toute petite librairie, rue Mezzacannone, qui me manque énormément. Maintenant, elle n'existe plus. J'y vais, il y a quelques chaises, et je parle du livre, avec des gens étonnés et curieux. Et moi, je sens que les choses sont... mais que ça marche pas, hein. Je pense que c'est... Mais pour toi, c'était une chose merveilleuse, c'était ton Exactement, enfant. c'était quelque chose de beau. Le chaos a déjà commencé à se produire à l'intérieur de moi, parce que j'avais la grande ambition de croire, comme je disais à mes amis, regardez, si ce livre est lu, c'est une bombe. Ces histoires, elles ne sont pas connues, elles ont été vaguement lues dans quelques journaux, parce que ces sujets étaient abordés. Attention, c'est pas que j'étais le seul, hein, mais ils en parlaient d'une certaine manière. Dans les faits divers, les chroniques judiciaires, dans les journaux locaux, dans les suppléments. Il n'y avait pas une approche intellectuelle, analytique, littéraire de tout ça. Et moi, j'en étais parfaitement conscient. Donc je savais, en termes de marché, je ne sais pas comment dire, que je créais cette chose, mais à l'échelle mondiale. J'en étais bien conscient. L'ambition qui m'a poussé à suivre la croissance de Gomorrah, qui n'a pas été immédiate du tout, hein, c'est le patron de Mondadori et le vice-patron de l'époque, Gianarturo Ferrari, Massimo Trocetta, tombent amoureux du livre.
Donc ils commencent à l'imprimer, sans succès. C'est pas le succès qui les a poussés à l'imprimer, mais ils aimaient le livre. Donc il le distribue de plus en plus. Exactement. Et en librairie, je commence à le voir. Il est bien placé? Au début, tu sais, quand il sort, il est dans une section tourisme, parce qu'il y avait Gomorra, Voyage dans l'Empire économique, le mettre dans la section tourisme, je trouve à Rome, dans une section tourisme, et je me sens super mal pour ça. Quand Gian Arturo Ferrari et Massimo Trucchetta le lisent pendant les vacances et qu'ils l'aiment, ils décident de faire une plus grande impression, mais pas 200 000 copies, je crois qu'ils l'ont imprimé à 30 000. Ben, c'est déjà un acte courageux pour un auteur, un écrivain Exactement. inconnu. La première présentation que je fais à l'extérieur de Naples, je la fais à Florence. Et j'arrive super content parce qu'il me paye le train. J'avais un endroit où dormir. Et déjà, ça me semblait super. On me payait pour voyager. Donc, j'arrive là, les articles que j'écris pour les journaux, ils me payaient jamais. C'était hyper précaire, ils me payaient pas. Et comment tu vivais? Pour des cours particuliers, je donnais des cours particuliers à plein de jeunes. Je suis devenu assez... Des cours particuliers de quelle matière? tout sauf des matières scientifiques. Ok. Je donnais des cours de lettres, de philosophie, d'italien, d'histoire. À un certain moment, il y a un garçon à qui je donne des cours de latin. Et j'étais devenu plutôt bon, dans le sens où les mamans passaient, il y avait un bouche à oreille parmi les jeunes qui voulaient venir. C'était amusant. Qui sait qui s'en souviennent? Bref, pour la première fois, je vois qu'un mec me paye et que quelqu'un me fait bouger, dans le sens où je peux aller à Florence, je peux avoir un hôtel. Je vais à Feltrinelli de Florence et je dis la présentation de Gomorra. Et la libraire me répond ah non, il n'est pas venu. Je lui dis non mais c'est moi. Ah, c'est toi? Ah ben je savais pas, peut-être il y a quelques personnes. Et il y avait des dames âgées qui... Combien à peu près? je sais pas, une dizaine, toutes des dames, toutes des retraitées, qui venaient chaque jour pour la présentation du jour, quoi. Et elles sont là, et je leur dis « Bonjour, je suis l'auteur de ce livre ». Et elles me disent « Allez-y, allez-y ». Je leur dis « Mais on est peu, je suis désolé ». Elles, toutes offensées, hein. Mais qu'est-ce que tu dis? On va pas partir. Je leur fais ma première présentation, 10 personnes. C'était toutes ces dames d'un cercle, super politisées. Elles me demandaient une dédicace. Une d'elles s'endort, la pauvre, fatiguée. On voit qu'elle s'endort pendant la présentation. Et même là, moi je me dis, je suis pas abattu. Je me dis, bon, Eh bien, c'est le début. oui, je me dis, quoi faire? Aujourd'hui, peu après, elle serait devenue Madonna. Mais là, c'était comme ça. Mais le bouche à oreille, lui, continue à marcher. Ça marche, ça marche, ça marche. Et jusqu'à ce que je passe à la télé. Daria Bignardi m'invite et elle me choisit, et elle ne choisit pas le one-one. Les invasions barbares ou... Les invasions barbares. Donc tu es dans un collectif. Exactement. C'est un petit salon, mais là, quelque chose change. Parce que Eugenio Scarfari me voit à la télé. La maison d'édition t'a organisé cette apparition? C'est Raoul Montanari, un écrivain qui collaborait avec Nazione Indiana, qui avait aimé le livre et en avait parlé à Daria Bignardi. Et à Daria Bignardi aussi, le livre lui plaisait. Indépendamment des pressions à la maison d'édition, qui, d'ailleurs, cette année-là, ne misait pas beaucoup sur Gomorra, j'y vais. Et je suis allé habillé de manière affreuse. Je veux dire, j'ai acheté un... Maintenant, Daria se moque de moi. Un costume orange dans un magasin tout pourri, une veste en velours épouvantable. Je me souviens qu'elle a été frappée par la façon dont j'étais mal habillé. Mais quand je retourne à Naples en train, je descends du train et certaines personnes me reconnaissent. Te reconnaissent. Oui, c'était la 7. C'était la 7 en plus. Il suffisait d'une apparition par an, une seule pour devenir reconnaissable. Ça nous paraît fou, hein, mais c'était comme ça. Et puis, tout change. Le livre commence à se vendre. Après cette apparition. Bouche à oreille et apparition. Moi, j'ai l'apparition. Cette apparition amplifie le bouche à oreille. Exactement. Le bouche à oreille a été vraiment... C'est là que je comprends ce que ça veut dire, le bouche à oreille. C'est incroyable, hein. Ça se diffuse sans arrêt. Les gens m'écrivaient des lettres, il y avait un MySpace. Ouais, je m'en souviens bien. Je commence à écrire là-bas. Écris-moi là, écris-moi là. Je sais pas gérer tout ça. Ma mère me dit quelque chose de gentil, tu vois. Elle me dit, tu volais depuis le sol. Parce qu'un jour... Pour la joie. Pour la joie. Et je me souviens pas. Cependant, je me souviens que j'étais très tendu.
que je voulais que le livre soit reconnu comme une œuvre littéraire, comme un roman, comme une bataille. Vraiment, j'en avais rien à faire. Autant ça peut sembler absurde, mon ambition était encore pire, parce que je voulais pas vendre, je voulais pas de prix, je voulais pas de célébrité, je voulais quelque chose de bien pire. C'est encore plus absurde. Je voulais simplement vaincre le mal, la Camorra, avec ce livre. Mon ambition folle, c'était, avec ce livre, Roberto Saviano a réussi à lutter contre ses pouvoirs. Tandis que vous, mes collègues, là, vous voulez un petit prix, vous voulez être dans le classement. Moi, je suis bien au-dessus de tout ça. C'est fou, non? Mais vraiment, j'étais obsédé. Est-ce que je vais réussir? Un truc qui, aujourd'hui, me fait sourire et aussi me fait faire un petit peu de peine, c'est vraiment ce que je voulais. Je faisais pas de stratégie. Je demandais pas à l'éditeur de m'envoyer au prix. Je m'en fichais totalement. C'était vraiment ce feu intérieur. Dire, je suis bien au-dessus de tout ça et je suis prêt à tout sacrifier. Prêt à tout. Une folie aussi. Prêt à sacrifier tout de moi. Le sacrifice sera le sujet central de la suite de la conversation, mais restons ici. Parce qu'avant, j'ai mis le poster, non? J'ai dit 2006, Gomorrah sort, 10 millions d'exemplaires vendus, traduits en 52 langues. C'est encore un autre niveau, non? Peux-tu me dire comment une chose aussi exceptionnelle se produit? Parce que c'est une exception. Oui. Ce qui se passe, c'est qu'arrive septembre. Le livre est sorti en juin, un mois terrible. On ne fait jamais sortir de livres en juin. On sort plutôt des livres un petit peu d'essai, ceux de super qualité, mais sans marché. Et en septembre, je suis à 100 000 exemplaires. Grâce au bouche à oreille et à Avec une apparition à la télévision. 100 000 exemplaires, c'est énorme, c'est gigantesque. Et je reçois l'appel d'Antonio Riccardi, le directeur éditorial, qui me dit « À partir d'aujourd'hui, tu es un écrivain. C'est ton travail. Profites-en. » Wow. Parce qu'avec des chiffres faibles, tu dois continuer à faire autre chose. Et là, il me dit « Avec ces chiffres, tu es un écrivain. » C'est-à-dire « Bravo. » Et je me souviens de cette journée. Je descendais dans les rues de Naples, je vivais à Piazza Sant'Anna di Palazzo, vraiment à quelques pas de Piazza Plebiscito. Et je payais 300 €. Je partageais l'appartement avec une fille. C'était pas ma copine, mais c'était Daniela, une personne exceptionnelle, super gentille, qui m'avait mis à disposition une chambre et on partageait le loyer. Et elle vivait tout mon tourment. Elle s'inquiétait aussi. Elle me voyait revenir tard le soir, je lui racontais les histoires de la faillida. Et puis, que se passe-t-il? Le livre commence à grandir, à grandir. Ah, attention, Gallimard m'achète, l'éditeur français. Et après Gallimard, tous les éditeurs du monde. Henser, Farrar Straus, tous les éditeurs. Comment ça se passe? C'est Mondadori qui vend les droits dans le monde entier? Ou c'est l'éditeur français qui crée cette... Oui, Mondadori vend. Et en fait, ils ont les droits mondiaux. J'avais signé un contrat sans agent, sans avocat, j'ai signé. Mais bien sûr, c'était ton premier contrat en fait. Et que se passe-t-il? Gallimard le lit, littéralement. C'est Vincent Reynaud, de Gallimard, qui le lit et... Il le lit en italien? Fondamental parce que après Antoine Gallimard m'accueille dans un moment difficile de ma vie. Il m'amène chez lui, ensuite Anna Loïbé le lit, et elle est une sorte de figure mythique de l'édition mondiale. C'est une des éditrices allemandes qui repérait toujours les futurs lauréats du prix Nobel. Donc, elle est devenue célèbre aussi pour ça. Elle savait toujours identifier l'auteur qui finirait par remporter le Nobel, parmi lesquels Herta Müller et beaucoup d'autres. Parmouk, elle avait même repéré avant tout le monde. Et elle adore ce livre. Elle vient me rendre visite à Naples. Jonathan Galessi de Farrar Straus vient aussi me rendre visite. Ils veulent me connaître. Ils veulent voir le garçon dans le contexte napolitain. Et il y avait aussi un petit peu de curiosité physique, je pense. T'as 27 ans à ce moment-là. 26. D'accord, oui. 1979-2006, ouais, tu dois les fêter. Je viens d'avoir 26 ans et j'étais content. En fait, j'ai cette sensation pendant ces jours-là que je deviens écrivain. L'anxiété de ne pas réussir à vendre ou à imposer ce livre dans la bataille politique comme il le méritait, à mon avis, à ce moment-là. Et là, c'est l'origine de mon exposition. Erreur ou pas erreur, hein. Mais le fait est que quelques jours plus tard, ma vie explose. Attends, avant ce moment-là, tu m'as parlé d'une enfance, d'une adolescence, où, de base,
Tu avais l'impression de décevoir les autres et toi-même. Donc tu partais avec enthousiasme dans une nouvelle aventure et puis cette aventure, pour une raison ou pour une autre, s'évanouissait. Et là, pour la première fois, tu as eu un résultat extrêmement concret, pas interprétable, Ouais. pour la première fois. Alors décris-moi la joie. Parce qu'on ne s'arrête souvent jamais Ouais. à y penser. Donc ce jour-là où peut-être c'est arrivé avant la nouvelle des 100 000 exemplaires, parce qu'aujourd'hui 100 000 exemplaires c'est un chiffre gigantesque. Avant c'était déjà un chiffre très important. Mais j'imagine que les gens qui te reconnaissent à la gare de Naples, ça devait être arrivé plusieurs fois, ça devait déjà être arrivé plusieurs fois. Comment tu gérais ça? T'étais gêné, ça te faisait plaisir? Qu'est-ce que te disaient les gens qui t'arrêtaient dans la rue à ce moment-là? On est encore dans ce moment-là. À ce moment-là, je dois dire qu'il y avait qu'un vecteur positif. Je fais une présentation entre amis à la Nifizio, qui était cette structure occupée légalement, et tout le monde était plein d'enthousiasme, content de lire le livre, stupéfait par les histoires incroyables qu'ils avaient frôlées. Et il se passe des choses, dans le sens où, avant la catastrophe, je suis invité au festival. Et qu'est-ce qui se passe? À mon tour, j'arrive, je cherche dans la rue et tous les professionnels m'arrêtent. Pas les gens, hein, mais seulement les professionnels, les journalistes, mais sans cesse. J'étais avec un ami à moi, que pour une raison ou pour une autre, nous nous sommes perdus, ici éloigné de moi, Luigi, qui est maintenant professeur. Et Luigi me regarde en napolitain et me dit « Qu'est-ce qu'il y a? On ne peut pas avancer ?» C'est-à-dire, où tu fais un pas, il y a toujours quelqu'un qui te parle du livre. Moi, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Alors oui, bien sûr, on avait fait une apparition à la télé, il y avait eu beaucoup de critiques, beaucoup, et d'ailleurs, tout incroyable, hein, faites parfois par des gens qui, quelques mois plus tard, m'ont démoli en disant je me suis trompé d'avoir fait cette critique. Ça s'est même produit parce que j'étais devenu trop célèbre, trop... Bon. Et donc cette personne s'est sentie gênée d'être une partie, disons, de ma croissance. Alors, 6 mois après, elle refait la critique en disant non, je me suis trompé. J'avais que des grandes approbations, typique quand tu fais pas peur. Et donc je vais au festival et il se passe cette scène. J'appelle le service de presse de l'époque, donc Rosanna, et je lui dis Rosanna, mais ici, la cour à mon tour où je dois faire la présentation, c'est pas moi. Il y a une file d'attente. Et elle me dit mais cette file, c'est pour toi. Pour moi? Parce que le dernier souvenir, c'était les 10 dames âgées à Florence, dont une qui s'était endormie. Ou alors ça se passait là, dans la petite librairie d'Amici. Je ne comprends pas. Je dis vraiment? Oui. Je dis on le voit, c'est vrai. D'ailleurs, que dans ces événements, les gens viennent quand même. Comme au Salon du Livre, n'importe quel événement est toujours plein. Donc probablement, il y avait aussi ça. Je m'assois et je fais ma première présentation devant une marée de gens, une mer. Il y avait 1000 personnes. C'est gigantesque. Quand même, ouais. Gigantesque. Je me lève, je pars, et c'est la première fois de ma vie où on me suit pour une signature. On me prend carrément par le t-shirt. Et à l'époque, il y avait Raffaella Roncato, du service de presse de Mondadori, qui se met devant et dit doucement « Et moi, qu'est-ce que ça veut dire ?» On m'avait rien dit sur la signature de livre, mais probablement, même eux ne s'attendaient pas à ça. Ils ne s'attendaient pas à ce flux. C'était le bouche à oreille. Les gens me disaient, tu sais, ce livre, on me l'a recommandé. Tu sais qui m'a dit ça? Tu sais que je l'ai vu? Tout comme ça. Tout venait en rebond. C'est seulement un débutant qui peut vivre une chose pareille. Mais bon. Et là, je suis content. Même s'il se passe une chose négative, dans le sens où je suis assis dans le jardin après cet événement, tout content, avec une fille qui... Je sais pas si elle m'interviewait pour une radio, Georgia. Et à un moment donné, je fais un truc genre « Mais qu'est-ce que tu dis ?» Elle rit, puis elle dit « Non, partons. » Tout le monde nous regardait, il nous regardait, et elle en avait marre de tout ça. Elle disait « Mais allons dans un endroit, finir ça pour Radio 3. » Et pour la première fois, j'ai compris que j'étais plus une personne ordinaire. C'est-à-dire que je pouvais me perdre parmi les autres. Là, les gens nous regardaient parce qu'ils étaient curieux. Peut-être qu'ils venaient juste de voir mon événement, ils nous regardaient. Et cette personne en avait marre de ce regard. Et depuis ce moment-là, je ne l'ai plus jamais perdu. C'est terrible, hein, étrange. Et donc, je sens que quelque chose change, mais ça ne m'alarme pas. Les livres commencent aussi à circuler dans le milieu criminel. J'apprends que les dits Lauro, par exemple, ont acheté énormément de copies en prison. C'est-à-dire que
Les prisonniers écrivaient pour demander qu'on leur envoie Gamora à leur famille. Certains pénitenciers en Italie, non celui d'Opéra, m'écrivaient pour dire « Il est très demandé en prêt, vous pouvez nous envoyer quelques copies en cadeau ». Et certains me disaient « Regarde, tout le monde le lit ». Quelle lecture as-tu donnée à cette Non, je ne suis pas extériorisation? alarmé. Je fais une lecture aussi simple que possible. Ils veulent juste voir ce que j'ai raconté sur eux, mais sans méfiance, ni désir de vengeance. Non, ils veulent juste curieux. Et ça commence comme ça. Et certains m'ont même dit que Cosimo di Lauro avait lu le livre jusqu'au bout. Et je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, ce monde, quel est le premier impact qu'il subit? Que les journaux commencent à prêter une attention énorme à ces dynamiques. Une énorme attention. Et en conséquence, les ressources arrivent au procureur. Ces magistrats comme Cantone, Caffiero, De Rao, Roberti commencent à être consultés presque comme une confirmation. Est-ce que ce que dit ce Saviano dans son livre est vrai? Est-ce que ce qu'il raconte est vrai? Est-ce que... La première lumière commence à s'allumer. Les clans commencent à être gênés. Et il est important de comprendre, pas pour moi, pour mon succès, mais pour le succès de ce thème. Moi, ça m'est relatif, mais il y a beaucoup de lumière qui commence à arriver sur eux. Et ils sont plus habitués à la lumière. En fait, ils pouvaient toujours compter sur l'information locale qu'ils contrôlaient directement. Que se passe-t-il? Je suis invité, parce qu'il y avait le président de la chambre, Robertinotti, je suis invité à Casal del Principe, sur la place. Et à partir de là, je reviendrai plus en arrière.